Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Comment allez-vous aujourd'hui? En ce bon lundi, après plus de 2 semaines d'absence. Mon Dieu, c'était long. C'est beaucoup trop long. Bonsoir, bonsoir. Ah, bah oui. Bah oui, ça va mieux. Bah oui, voilà, c'est un petit souci technique de rien du tout. On a une régie, on a une grosse technologie derrière, hein, fatalement, du coup, voilà, la régie était pas prête, c'est moi qui ouvre ce soir, il y avait personne avant. Euh, du coup, voilà, la régie était à table. Non, c'est pas vrai du tout. Bon, on va dire ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver, hein. La semaine dernière, j'avais dû décaler d'une petite semaine. Salut Shadi, ça va très bien et toi? Ça veut dire que je connais l'ouvreuse? Je connais l'ouvreuse. C'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma. Euh, donc oui, petit décalage d'une semaine pour aujourd'hui, et bah, comme vous voyez, j'ai encore des gens chez moi, hein, la famille en l'occurrence, le lit est déplié, il fait une chaleur à crever sur Bordeaux, j'espère que mon ordi va pas être en PLS ce soir, entre le stream, la VR, la 3D, le machin, le tout team, à la fenêtre est ouverte derrière, il fait 30 degrés encore, il y a rien qui refroidit là, ça tourne depuis tout à l'heure, et je vous raconte même pas là, y a pas d'air dehors de toute façon, mais c'est... Je suis en slibard, non c'est pas vrai, mais je devrais sûrement. Et là j'aurais pu faire l'émission torse-poil, honnêtement, vu la chaleur. Je me dis que cet été, quand ça va être... ok, bah vas-y, c'est bon. Cet été, quand il y aura les canicules et compagnie, je pense que ça va être affreux en termes de chaleur. Il va falloir faire des trucs... oui, hein, je vais changer, j'ai pas mis Art Weekend ce coup-ci. Je pense que ça va être une catastrophe au niveau de la température avec l'ordi qui balourde à fond pour streamer, plus la VR, plus le casque sur la tronche. Ça va être sport. En tout cas, voilà, je suis très content de vous retrouver ce soir pour une émission test. On va faire un peu comme on avait fait il y a 2 émissions en arrière avec TV Ori, sauf que ce coup-ci, on va aller dans Microsoft Maquette. Logiciel que je n'ai absolument quasiment pas pratiqué, hein. C'est vraiment là, on est dans la découverte des différents softwares comme on peut faire parfois. Aller voir justement ce que j'utilise pas spécialement, et je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris par ce logiciel. J'en attendais pas grand chose. Bon, Microsoft fait des très bons softs en général, il n'y a pas de souci, c'est plutôt assez polish en général. Mais c'est vrai que pas grand monde parle de ce truc. Il y en a d'autres qui sont quand même plus mis en avant. Eux-mêmes, j'ai pas l'impression, peut-être à moins que ce soit sur le côté très pro, peut-être. C'est pas un truc qu'on trouve quand même, voilà, pignon sur rue, Microsoft Maquette. Et je dois avouer que je l'ai trouvé super bien foutu. Donc on verra ça tout à l'heure, quand on ira dans la VR. Il a plein de super bonnes idées, de bons côtés. Justement, je vais le comparer beaucoup, vous allez voir, avec TV Ori, que j'apprécie, mais sans plus en règle générale, que je trouve bien, mais je dirais pas forcément ultra intuitif surtout, qui se limite des fois trop sur certains aspects, pas assez sur d'autres, qui est assez lourd à utiliser au final quand même en termes de ressources, clairement par rapport à Microsoft Maquette, et avec ce côté forfait pro que j'avais un peu descendu sur le coup. Alors d'ailleurs, ça m'a fait marrer, c'est que dans les 10 jours qu'on suivi l'émission qu'on a fait sur TVORI, ils ont rafraîchi un peu leur plan payant, et le plan, on va dire, il y a un plan à pas cher maintenant, en gros. Avant, il y avait vraiment un plan gratuit avec des limitations qui étaient très étonnantes, comme le fait de ne pas pouvoir importer d'image, de ne pas pouvoir importer de mesh. Alors bon, je vous rassure, ça on peut toujours pas le faire. Mais on passait direct à 130 balles, quoi. Et avec la totale, mais bon, le gap était complètement ouf et pas très cohérent. Là, il y a une offre à 15 balles qui déverrouille certaines fonctions. Donc on va dire pour les professionnels qui utilisent ça, ça peut être sympa. Pour le pur indépendant, bah, c'est pareil, quoi. Enfin, le fait de ne pas pouvoir importer au moins des images dedans, c'est quand même très particulier. La Microsoft Maquette, c'est full gratos. Vous êtes sur Steam, vous le téléchargez, même que sur Oculus, il y est aussi, ma foi. Et franchement, il est blindé de super bonnes idées, on peut faire des super trucs avec. Moi, je m'attendais à, comme il le présentait un peu au début, à un truc très orienté design. On est orienté design dans le sens où même en termes d'application, de jeu, ce genre de choses, on est plus, d'où le titre,
on est plus dans un côté design, c'est pas des choses qu'on va pouvoir enfin, on a pas vraiment une expérience dedans. J'ai pas l'impression non plus, on vérifiera ça tout à l'heure, qu'on puisse forcément beaucoup exporter de choses en dehors de maquettes. Ça a l'air quand même assez fermé sur lui-même, on maquette des choses dedans, on montre des choses dedans, on montre des choses avec, mais on peut pas exporter sa scène ou quoi que ce soit, j'ai pas eu l'impression. Heu, Cependant, c'est extrêmement intuitif. Il y a des super bonnes idées d'outils, enfin bref, on ira voir ça un peu plus en détail. On ira voir un peu comment ça s'utilise, les fonctions, les choses intéressantes, et on essaiera de commencer une petite création dedans, une petite maquette. On verra ce qu'on fera, on fera ça à la volée. Si vous avez des idées dans le chat en direct, on verra ce qu'on fera. Potentiellement, on testera peut-être à la toute fin, mais au pire, je le garderai vraiment pour une autre fois, un logiciel qui s'appelle Merper, qui est pareil, un truc, alors là, pareil, je suis tombé dessus, mais par hasard sur Steam, en fouillant pendant des plombes toutes les catégories d'apps de création VR, j'étais complètement passé à travers aussi, c'est un truc vraiment pas très connu, qui sert à faire du rigging. Donc le rig, pour ceux qui sont pas forcément familiers, c'est le fait de préparer un mesh, alors bon, humain, créature, mais ça peut être aussi des machines, avec des bones, donc des faux os virtuels qu'on va placer à l'intérieur de l'objet qu'on veut animer, en vue donc de l'animer. C'est assez relou à faire, du rig, hein, disons ce qui est, enfin, relou. Il y en a qui aiment ça, hein, et heureusement, mais disons que voilà, c'est généralement des choses, on est dans le très technique, avant de passer au côté créatif, à bosser l'animation. Et Merper, c'est un logiciel qui permet de placer les os à l'intérieur donc des corps, des bodies, des mèches. Euh, voilà, je vais pas dire de manière très intuitive. Je trouve que c'est un petit logiciel qui a des très bons côtés, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est sorti à un moment avec des très bons côtés et qui a été laissé comme ça. Donc du coup, on verra si on a un peu le temps. Je forcerai pas dessus. Au pire, on le verra une autre fois en tout début d'émission, histoire de montrer quand même que ça existe. Je trouve qu'il y a des choses quand même mieux foutues dans d'autres logiciels. Il est pas très compliqué à utiliser. L'interface est pas gégène, mais bon, fondamentalement, on n'en a pas un besoin de fou. Euh, Par contre, une fois qu'on a... Ouais, bah ouais, je sais pas si tu l'avais regardé du coup, mais et puis même une fois que placer les os dans le mesh, c'est assez facile. Honnêtement, voilà, pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Voilà, on les tire, on les machin, on les déploie, on affine derrière. Par contre, dès qu'on commence à les bouger, alors je sais pas si c'est, faudrait que j'essaie avec leur mesh de démo. J'essaie avec un mesh à moi qui est quand même super souple à la base, même si là il a pas les muscles. Ça défonce la géométrie. C'est-à-dire que vous bougez le bras, vous avez l'épaule qui, d'un seul coup, pouf, passe à travers le corps, les vertex, la géométrie se déforment complètement, enfin, mais je peux pas en faire grand-chose, en vrai, au final. Ou alors si, mais du coup, mon rigging est fait, et je réexporte mon rig, et je reteste ailleurs. J'ai pas fait beaucoup d'expérimentation avec, je l'ai trouvé très particulier. Donc voilà, au début j'étais un peu chaud dessus, puis en fait en testant, je me suis aperçu que c'était pas si ouf. Mais en tout cas, Microsoft Maquette, ça va être vraiment surprenant en termes d'outils. Pareil, ouais, c'est comme la marionnette dans Photoshop. Ouais, non, la marionnette dans Photoshop, ça sert à plein de trucs quand même. C'est pas mal. Ouais, là, je sais pas, j'ai l'impression il y avait une bonne idée au départ, et puis que derrière, les gars, ils sont partis en pense va, et puis ils ont fait autre chose. C'est un soft qui a quelques années, hein, et puis donc pour peut-être passer à travers, c'est vraiment qu'il n'a pas été spécialement utilisé. Faut vraiment aller au fin fond de Steam pour tomber dessus, ou alors savoir qu'il existe et le chercher. Ouais, particulier. Alors que vraiment la présentation donne, ouais, ça, la présentation donne vraiment envie. Ah ouais, la vache, on va pouvoir faire des trucs. En plus, on peut déjà pré-animer des choses. Ah ouais, j'ai préparé mon animation dedans, comme ça c'est fait. Hop, j'exporte dans Blender, CKD, Maya, ce que vous voulez, et zou, je vais plus loin. Alors sûrement, donc voilà, il faudrait que je le teste en exportant dans Blender, voir si ça déforme, enfin si du coup il pourrit mon mesh, ou si c'est juste dans Merper que ça gère pas très bien la géométrie. Ouais, c'est pas génial. Salut Baptiste, salut Padawan. Donc ouais, à voir, mais en tout cas, ouais, Microsoft Maquette qui a des bonnes choses, je pense, à prendre. D'autres logiciels devraient vraiment s'inspirer de fonctionnalités que Microsoft Maquette a mis en route. J'ai retrouvé des trucs très quill dans l'esprit, ça m'a plu, dans la gestion des polygones, ce genre de choses, des mèches de base, des static mèches de base, etc., des primitives, dirons-nous. Il y a des choses vraiment bien pensées qui rappellent un petit peu Quill, il y a des trucs qui rappellent un peu Tiltbrush, il y a des trucs qui rappellent Gravity Sketch, mais à chaque fois,
trouve qu'ils ont été... Alors il y a des trucs qu'il n'y a pas, bien sûr, mais à chaque fois, je trouve qu'ils ont été un petit peu plus loin dans... C'est assez facile à utiliser, il y a une bonne gestion des lumières, j'ai été étonné, il y a une très bonne gestion des lumières dedans, on peut vraiment faire des trucs joliment éclairés. Dans leur projet de démo, j'ai fait un petit tour, on va y voir de toute façon. Mais j'ai trouvé des trucs qu'on voit sur Sketchfab très régulièrement, par exemple, où ils ont bon, clairement fait des choses qui se retrouvent très régulièrement, mais qui ont de la tronche, quoi. Enfin, honnêtement, ça donnerait presque envie de dire, mais il manquerait plus, enfin, faites-en un game engine presque, parce qu'il y aurait moyen, quoi. Fondamentalement, ça donne presque envie d'aller jouer dedans, tellement il manquerait plus que les interactions et ce serait jouable. Ouais, vraiment, ouais, euh, très surpris, en tout cas très surpris. Donc, on va passer, pas en VR tout de suite, on va passer une petite session d'actu, qui seront pas des actus spécialement VR focus, parce qu'il n'y a pas eu grand chose ultra VR focus, mais artistique focus, parce que c'est comme toujours tout ça c'est très poreux. Il y a des choses qu'on peut utiliser dans un sens, ramener dans la VR, s'en servir pour faire des jeux, s'en servir pour faire des applications, etc. Donc du coup, on est toujours un petit peu plus large pour ceux qui découvrent, qui ne nous connaissent pas par exemple. Et puis il y a quand même des gros trucs qui sont arrivés, qui vont changer pas mal de choses pour la VR. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Pareil, si vous avez des questions technique au milieu de tout ça, on va pouvoir débourrer un petit peu tout ça. La mage de l'ascension, oui, il y a la mage de l'ascension, c'est vrai que je pourrais faire des débriefs de mage de l'ascension aussi. Non, c'est là du coup on a trois logiciels concrètement, donc allons-y, allons voir ça. Donc tous ces news sortent, bon, elles ont été rediffusées un peu partout, mais du coup moi comme souvent, petit messageux à 3DVF qui est toujours pourvoyeur de bonnes news très régulières sur tout ce qui est créatif et comme on le dit à chaque fois, pas que 3D du tout. Là on se focus un peu là-dessus, mais ça parle de prod, ça parle de VFX. Là avec le festival d'animation d'Annecy qui arrive, bah non on n'est pas loin. Avec le festival Annecy qui arrive, on va avoir pas mal de choses dessus. Donc en tout cas, voilà, c'est un site qui vaut le coup d'être suivi si vous aimez un peu la tech, l'artistique, etc. S'il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Et donc ce n'est pas Magica Voxel, pour le coup, qui existe depuis quelques temps et qui est exceptionnel comme logiciel. Mais ses créateurs nous sortent, je suis pas sur un écran, Magica CSG, Kiesako. Donc c'est un logiciel de modélisation, en l'occurrence, qui se base sur les signes Distance Field, ce truc ultra cabalistique. Qu'est-ce que c'est Tidon? Alors je vais pas mettre le son pour pas que ça nous pourrisse trop, mais je vais montrer rapidement ce qu'elle a. Donc Askenka, très bonne chaîne YouTube. Salut Solid Seb. Oui, c'est ce que je disais, oui, effectivement, les 3DVF ne fait pas du tout que de la 3D. Faut que j'arrête de me gourer d'écran, c'est perturbant. Ah, vous allez peut-être avoir un bout du son qui sort. Il sort d'où ce son? Ah bah de mon casque. De mon casque Oculus. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est on va couper le son par là. Tac. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système de, comment il dit déjà, Sign Distance Field? C'est, pour ceux qui font de la 3D, ça peut être un peu avancé déjà, il y a un truc qui s'appelle les meatballs, donc les boulettes de viande, hein, concrètement, appelons ça comme ça, donc les metaballs, c'est pas les meatballs du tout, mais j'aimerais bien, non je vais manger, hein, je vous rassure. Les meatballs, qu'est-ce que c'est? C'est une géométrie qui, quand on a des primitives métaballs, quand on les approche, en fait, c'est un peu comme une grosse glaise pâte à modeler, elle s'attire, elle se mélange, enfin c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple que juste deux mèches séparées. Donc là, en gros, c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai, mais je rentre pas dans un détail très technique, mais en gros, c'est qu'on a un fonctionnement très métaball dans ce moteur, donc Magica CSG, qui est tout simple, hein, c'est qu'on a une interface très réduite fondamentalement, hein, on le voit sur, je vais mettre en plein écran, voilà, ce sera mieux. On a une interface, bah, du coup ça dépasse un peu, non ça va, on a une interface très réduite avec pas grand chose des deux côtés en l'occurrence, et on a un côté très proche de ce qu'on trouve dans finalement quelques soft VR en termes de création, où on a des espèces de boolean un peu automatiques, de modification de forme, un peu comme dans Gravity Sketch on peut avoir avec les NURBS, où on va pouvoir ouvrir son objet, où on va pouvoir en changer l'épaisseur, créer des trous dedans, ce genre de choses.
sans aller faire, comme dans un Blender C4D et compagnie Maya, de l'extrusion, du bevel, du boolean, du tout ce que vous voulez. Boolean, qu'est-ce que... traduit? Oui, boolean. Mais vous voyez, voilà, par exemple, juste en bougeant quelques petits sliders, là, vous voyez, chacun a ses petites fonctions. Bon, on le fait, hein, là, on a un slider bevel, ça bevel, mais dire qu'on n'a pas besoin de le faire un peu plus à la mano, d'aller sélectionner ou quoi que ce soit, c'est vraiment une espèce de gestion globale. Donc on peut, voilà, un peu, vous voyez, c'est très souple, on peut vraiment modifier sa géométrie de manière assez intuitif, c'est un petit peu plus, je trouve ça un peu plus dans l'air du temps comme manière de travailler, et on va voir très rapidement que là par exemple il va donc prendre ces deux formes, l'espèce de pyramide et le cube un peu arrondi qu'il avait, et vous voyez que hop, il se mélange, c'est-à-dire qu'on a un espèce de blend là, hein, ici, enfin c'est même pas un espèce, c'est un blend, qui va permettre donc de fusionner en quelque sorte les deux formes sans rien faire, sans les joindre, en plus ça a un côté voilà, très organique, où elles interagissent vraiment ensemble en fonction du poids de leur vertex, de leur forme. On voit que la couleur aussi agit, hein, où les couleurs se mélangent aux endroits où les formes se mélangent. Donc c'est une manière de créer les choses, je ne vais pas dire de manière plus fluide, c'est juste différent. C'est un peu plus fluide à mon sens, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais en tout cas, on va pouvoir créer des formes plus riches, sans doute plus facilement. Oui, ce concept-là, je ne sais pas s'il va dans ces eaux-là, là, ouais, il va montrer. Ce concept de métaball, c'est ça. Dans Blender, vous avez, hein, par exemple, les métaballs, vous mettez deux sphères métaball, vous les approchez, et hop, elles viennent... T'as vu et directement, elles viennent se fusionner et interagir ensemble. Donc c'est tout ce pan un peu de technologie qu'on va pouvoir avoir, de faire justement du boolean à la volée, là on le voit avec son espèce de double coquetier là. Voilà, ça va permettre de faire des choses un petit peu, ce sera plus facile, je pense, pour quelqu'un qui ne connaît pas les choses. Merci SolidSep pour cette explication un peu plus technique de la chose. Mais donc du coup, je pense que ouais, ça va permettre, comme Magica Voxel est très fun à utiliser dans l'esprit Voxel, là où on peut faire des petites constructions, etc. Le Tachikoma, ça a un nom ça en plus? C'est quoi le Tachikoma? C'est ce truc-là le Tachikoma? C'est ça un Tachikoma, le double coquetier là? Ou le... Je ne connais pas ce terme de Tachikoma. Ça se mange pas, c'est pour ça. En général, s'il y a de la bouffe... Ah, le robot dans Ghost in the Shell, ouais, mais il revient à la fin. Alors attends, il était où? C'est quand il est passé en vue sur les... Celui-là. Ah, ça va trop vite. Il est où? Oh, ça dure 3 frames le machin. Oui, j'avais pas connu. Oui, tu vois, Ghost in the Shell, là ça me parle, mais ne retombe pas sur le moment exact. Je crois qu'on le revoit un petit peu plus tard. On le revoit un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ça fait partie donc des projets de démo. Donc ça c'est gratuit, hein, c'est full gratuit. Je vais poster les liens, mais en tout cas sur le site Magica CSG, vous pouvez télécharger l'installeur. C'est une version, c'est la première version, c'est une release 0.0.0. Donc là pour le coup on n'est pas plus au début, c'est pas possible. Pourtant ça a déjà l'air tout à fait fonctionnel. L'interface c'est pour un truc qui vient d'arriver et pas dégueu. On sent que les gars ont un peu l'habitude quand même déjà de nous proposer des softs. Et vous voyez, voilà ce principe pour créer des formes un petit peu plus riches où vous prenez deux shapes, vous les approchez, et avec le blend, déjà, vous pouvez jouer avec la manière dont elles vont se fusionner, etc., sans vous poser 12 milliards de questions, comment joindre les vertex, etc. Pour l'instant, les limitations de ce soft, c'est que il ne travaille qu'en interne. C'est-à-dire que ce que vous faites avec, vous ne pouvez pas l'exporter dans un autre logiciel, en OBJ, en VBX ou ce que vous voulez. Ça viendra, hein, clairement, hein, c'est juste que là, il vient d'arriver, c'est le début. On peut juste faire un rendu, il y a un moteur ray tracing dedans qui fonctionne plutôt pas mal. On peut juste voilà, faire son rendu, exporter un JPEG ou un PNG pour retravailler avec, faire une création dans Photoshop ou je sais pas, mais en tout cas, vous pourrez pas... Alors je sais pas, je crois qu'à la fin, il montre un petit peu le moteur en lui-même. On a de la Global Light, on peut placer un HDRI, on peut placer un sol, ray tracing tout à fait classique,
assez simple. En tout cas, ça a l'air voilà, assez facile d'accès, assez amusant. Ouais, ouais, vraiment, c'est une équipe qui est top. Et puis voilà, tout ce qu'ils font, so far, hein, pour l'instant, c'est gratos. C'est complètement gratos. Donc, il y a, ouais, bah, je sais pas s'ils ont pas un autre truc en plus. Il y a Magica Voxel, c'est sûr, et qui est très fun si vous aimez faire des trucs un peu pixel art pour le coup. Hein, c'est vraiment ouais, le voxel base. On a vraiment tous ces petits cubes qu'on peut. Il y a des artistes qui font des trucs, mais de dingue, de dingue, de dingue avec ça, qui font vraiment des mini-mondes en voxel. Enfin, ça va prendre un temps. C'est juste fou. Et là, du coup, bon, clairement, on sent qu'ils veulent aller plus loin avec donc Magica CSG. Vous proposer donc voilà ce nouveau type de workflow qu'on retrouve dans certains softs, mais en toute petite partie, mais qui clairement va de plus en plus se démocratiser parce que ça simplifie les choses. Oui, la version 0.0.0, là, on est plus direct, sorti le 20, hein, donc il y a à peine 10 jours. Ah, j'ai refaire pause, là, je crois qu'on va le revoir, là. La Shikoma. Voilà. Oui, donc on voit bien, là, sur les pattes, là, justement, le travail où on avait juste, j'imagine, des espèces de parallépipèdes rectangles, là, un peu plus prismatiques, et qui, du coup, hop, se lient et permettent de faire une forme beaucoup plus complexe, sans vraiment chercher à trop réfléchir avant, comment on va la sculpter, combien de vertex on va mettre. Alors après, à voir, le jour où on pourra exporter ce que ça donne en polygone. En tout cas, voilà, Magica CSG, première news pour cette semaine. Deuxième news, 3DVF toujours, ça concerne du coup plus la VR ou le 360. Peut-on faire des environs avec ça? Bah oui, enfin techniquement, il n'y a pas de tout à fait pour des arbres, même faire des rochers, etc. Ou d'autres choses plus compliquées, des espèces de temples avec des formes, des colonnes, etc., où les choses s'imbriquent bien, etc. Enfin, il n'y a aucune limite créative spécialement avec. Alors c'est sûr que là toute leur première démo montre sur du personnage ou autre, mais là, il y a pas de... C'est pas restreint à un type de création. Je pense que le logiciel en l'état est pas encore extrêmement pratique, j'imagine, pour des choses de très grande taille. Au demeurant, pour faire des assets, là, on peut pas exporter, donc ça va limiter de toute façon un petit peu. Mais oui, ça arrivera forcément, enfin, ça restera clairement pas fermé sur lui-même, hein. Euh, en tout cas, ça va être à suivre. J'en reparlerai au fur et à mesure quand il bouge, parce que c'est une équipe qui avance bien, donc des mises à jour, va y en avoir assez rapidement, je pense, sans souci. Donc Holosuite, alors c'est très particulier, hein, je ne vais pas m'étendre spécialement dessus, sauf si vous me le demandez. Donc Holosuite d'Arcturus, c'est donc une suite d'outils qui propose plein de choses. Pour couper le son, hop, on coupe. Pour traiter des vidéos et des footages pour de la vidéo immersive en 360 ou de la création immersive en 360. Vous faites votre captation, vous pouvez donc la mapper sur des mèches 3D et ça vous permet tout ça là de nettoyer les choses, truc dont j'avais pas réfléchi, j'y avais pas pensé, de calculer tout simplement la position de la tête de votre personnage quand vous tournez autour, parce que forcément la vidéo elle a été prise dans une direction, la captation n'était pas toujours forcément 360, donc quand vous replaquez les assets de la captation sur un mesh ou sur de la 3D, forcément on va avoir des artefacts, et donc du coup ce logiciel, vous voyez là on a le cuir chevelu qui part complètement en sucette, et donc là on va leur donner quelques points d'interaction, quelques points de référence, pour voir que voilà, hop, c'est déjà beaucoup plus clean, même s'il y a encore un petit peu d'artefacts. Là, on voit qu'on peut faire suivre la tête du personnage, va suivre un point de référence, donc qui pourrait être vous, en fait, dans la VR. Hein, si vous déplacez dans la scène, la personne suit votre device, si c'est le device qui est traqué, la position du device, n'importe quel objet, un truc que vous jetez ou quoi que ce soit, enfin voilà, il y a tout plein de choses. Alors là, on voit pas le bas de la vidéo, je crois, mais ce sont des interactions dynamiques pour, par exemple, faire des scénarios avec différentes suites, différentes fins, différents embranchements, où voilà, vous avez votre vidéo qui tourne devant vous, et vous, à un moment, vous dites, non, bah là, on va aller, le livre dont vous êtes le héros, on va aller par là, et du coup, le personnage s'adapte, là, ça retraque les animations, etc. Donc voilà, c'est toute une suite, c'est très pro, là, très particulier, donc toute une suite qui va permettre de faire,
retravailler, de cleaner vos captas immersives pour faire des expériences en 360. À suivre aussi Holosuite. J'avais jamais entendu parler de cet outil, on est vraiment sur d'autres métiers, mais ça a l'air d'être un des outils référents pour plus que la vidéo, bien sûr. Évidemment. Donc à suivre en tout cas. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté Unreal Engine 5 que j'ai installé bien sûr, mais que j'ai pas encore pu tester. Là, je pense que demain, je vais enfin pouvoir prendre un peu de temps pour mettre les mains dedans. On va tester des petites scènes avec. De toute façon, voilà, là ça prend du temps parce qu'il faut vraiment que je trouve comment amener les choses, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, parce qu'il faut beaucoup de préparation en amont, mais on va se... Zazel, il faudra qu'on en reparle aussi quand ce sera d'actualité, mais il faut absolument qu'on fasse un truc sur Unreal. Le 5, c'est de la folie furieuse, ça va vraiment amener beaucoup plus de simplicité dans la création. Alors bon, c'est toujours... Dire ça, c'est toujours un peu présomptueux, parce qu'en vrai, c'est jamais simple. Je maîtrise pas du tout le C++. Alors moi, je code pas du tout. Hein. Comme tout le monde, je faisais le couillon en basique sur ma calculatrice graphique quand j'étais au collège-lycée. Du Python, ça va. Ouais, le problème c'est ça, c'est le temps, on est d'accord. C'est pour ça que moi, je retarde à chaque fois l'échéance de faire aussi une émission Unreal et ou Twinmotion. C'est dans les tuyaux, hein, mais en fait, il faut que je prépare tellement d'assets en amont pour que ce soit intéressant à montrer, parce que là, si j'arrive dedans et qu'il n'y a rien, à la soirée, il se passera rien, quoi, tant de créer les trucs. Donc oui, Zazel, ETRFR, c'est Zazel. Mais en tout cas, voilà, donc pour ceux qui, j'imagine, beaucoup d'entre vous ont sans doute vu passer un petit peu tous ces vidéos Unreal Engine, pour ceux qui suivent pas spécialement, les macros Excel, ça compte? Oui, tu peux participer en macro Excel, on en a besoin. Faire les flowcharts sur Excel. Et donc, ouais, Unreal Engine 5, donc qui est en version Early Access, hein, il est annoncé pour début 2022 en version finale, donc on a encore le temps. Amen, c'est pas compliqué. Enfin, là, je trouve qu'on a vraiment un avant, un après. Je pense que là, ils sont en train de poser les jalons d'un nouveau standard. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous preniez, ils avaient les moteurs, on va dire prendre les deux gros, on va pas parler de tous les autres, mais Unity, Unreal Engine, mais si, allez, on parle, enfin, si on prend comment il s'appelle, le Decima Engine de Guerrilla, Anvil chez Ubisoft, tous les moteurs, le CryEngine, même si maintenant Lumberyard, tout ça, ça devient un peu compliqué à suivre. Disons Lumberyard chez le moteur Amazon, etc. Frostbite chez Electronic Arts. On a plein de moteurs comme ça qui existent, qui partagent, ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, qui ont des choses qui font mieux pour les besoins des prods pour lesquels ils sont faits, des fois plus de programmation, meilleur sur la végétation, meilleur sur la physique, meilleur sur la lumière, meilleur sur tout ce qu'on veut, l'optimisation, etc. Mais là, clairement, il va y avoir un avant, un après, et ouais, Frostbite, c'est ça, ouais, celui-là, bon, ouais. Quoi qu'ils l'ont pas mal amélioré hein, sur la dernière version. Salut Itchy. Donc du coup, là, ouais, je pense qu'il pose quand même les jalons d'un nouveau truc. Parce que Unreal, c'est pas que du jeu vidéo, hein, bien sûr. Enfin, nous, en VR, on a d'autres. On constate plus souvent, mais c'est aussi simplement de l'expérience immersive, c'est du film, c'est de l'automobile, c'est de l'architecture avec Twinmotion, mais Unreal c'est pareil. Enfin, c'est pareil, pas pareil, mais bon, les deux partagent tous les deux chez Epic. Non, mais elle est bien, la blague. On n'est pas en Peggy, là, ça passe. Dans le chat, ça passe. Donc ouais, je pense que là, on arrive dans un nouveau paradigme où les autres vont pas pouvoir passer outre ce qu'on a là et vont forcément devoir aller à leur manière, dans ce sens. Parce qu'on pourra plus justifier, je vais détailler un tout petit peu rapidement, on va pas faire une mission Unreal, hein, c'est pas ça, mais on va plus pouvoir justifier le fait de ne pas proposer des choses un minimum équivalentes. Justement, on va en parler, hein, t'inquiète, mais on va pas passer toute une émission dessus, il y en a qui l'ont déjà fait bien mieux que moi, de manière bien plus complète, mais je vais passer rapidement en revue ce qui pour moi vraiment est important, et surtout où ils vont, à mon avis, il y a des petits indices sur vers où ils vont, même si ils avaient déjà donné des petits hints récents entre les rachats. On avait parlé très rapidement de Cesium, là, pour créer des environnements, récupérer des géodata de manière assez fine pour la Terre entière.
on avait parlé de MetaHuman pour faire les humains. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait Zazel, j'ai pas pris le temps, mais pour la prochaine émission, il coupera pas, je vais prendre le temps de le faire. Voilà, la chaîne de Mathieu, très bien, en chaîne française, la chaîne de Mathieu, tout à fait. Il a fait des petites vidéos très courtes, 10-20 minutes à chaque fois, où il parle un petit peu de tout ça. Puis il y aura les tutos aussi, il a sa chaîne tuto. En français, c'est une très très bonne chaîne. Il faut y aller les yeux fermés. Et donc voilà, donc Unreal Engine, le 5, alors je sais pas comment... sur cette page-là, j'ai même pas trop vu. Ouais, voilà, bon, on va rester là-dessus, je sais pas... Ouais, il n'y a pas trop de breakdown, mais on va parler des différentes technos rapidement. Donc, le truc qui change le plus de choses, où vraiment on s'est tous demandé un peu comment ils allaient faire, et ils l'ont fait, et ça marche très bien, c'est donc Nanite. Nanite, pour simplifier à mort, c'est vous prenez des mèches, donc des créations 3D que vous avez... 3D artiste à sculpter un truc, ou ouais, comme je peux faire des fois dans les émissions. Prenons l'exemple type de Adobe Medium. J'ai sculpté un temple en voxel, et ce temple, il fait beaucoup trop de millions de polygones par rapport à ce qu'il devrait. Et en général, quand vous l'importez dans un autre logiciel, vous devez faire une retopologie, vous devez simplifier sa géométrie, en faire une version low poly, pour que, alors pour du film, on peut s'en passer, même si bon, c'est quand même bien d'optimiser, mais pour du jeu vidéo, c'est clair, ça passe pas. Il faut des choses plus légères, parce que si vous faites justement un open world ou une zone de jeu très grande, même si elle est petite, ça prend des ressources aussi, il faut quand même pouvoir mettre tout ce petit monde, et tout ce petit monde, il faut le calculer. Donc si vous n'avez pas un PC de la NASA chez vous, même si c'est optimisé en amont chez les développeurs, il y a quand même des limites. Bah là, la limite, en gros, c'est au revoir. Nanite, en gros, c'est un espèce c'est une gestion automatique du niveau de détail de vos mèches, donc de ce que vous mettez dans un... Je vais mettre la vidéo, plutôt, ce sera aussi bien, et... là-dessus, hop, voilà, je fais le son. Je pense que c'est... Voilà. Là, Nanite. Voilà. Donc on est sur, vous voyez, c'est du photoréaliste absolu, hein. Les assets viennent de Megascan, Quixel, ou avec un i9 tranquille, mais même avec un i7, c'est... moi j'ai pas encore eu le temps de le tester, là, parce que c'est sorti il y a quelques jours, et là du coup, bon, famille à la maison, machin, tout ça, alors, en ce moment-là, c'était pas la semaine où je pouvais le tâter, mais j'ai vu chez les collègues, les copains, etc., même sur des configs, là, j'ai un pote qui a une GTX 1060, je sais pas, enfin je sais plus, enfin, truc, avec un i7, 16 Go de RAM, je crois. Voilà, c'est ça, Nanite. Ça, c'est... Je sais pas si on pose. Tac. Et ben, c'est ouf. C'est que il y a des meilleures performances qu'avant, clairement. Enfin, c'est même plus une meilleure performance, c'est le jour et la nuit. Là, ce que vous voyez, c'est tous les polygones de la scène. Donc, il y en a des milliards, hein, complètement. Enfin, des millions, mais certainement des milliards. On les distingue même plus, hein, c'est juste des petits points de couleur. Et en gros, là où avant on avait des assets, il fallait faire plusieurs versions de son asset, des LOD, des niveaux de détail, en avoir 10, mais en général on en faisait moins, 7, 5, 3, et on les mettait, plus c'était près de la caméra, plus on avait un niveau de détail élevé, plus c'était loin de la caméra, plus le niveau de détail était bas, plus le mesh était simplifié, et du coup c'est ce qui faisait les effets de pop, de texture qu'on a des fois. Salut moi, comment vas-tu? C'est ce qui fait ces effets de popping dans les scènes. Et c'est pas grave, enfin, technologiquement, pardon, c'était tout à fait normal. Bah là, c'est fini. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez même plus besoin de faire vos LOD. Alors, je mets un guillemet, vous avez plus besoin quand c'est des assets Megascan ou qui viennent de Quixel Bridge. Parce que eux, en fait, ils avaient déjà les LOD dedans. Et comme maintenant c'est intégré, ça aussi, petite nouveauté, c'est intégré à Unreal Engine natif, c'est-à-dire que dans Unreal Engine, ça y est, on a Bridge. Quand vous prenez votre asset, en fait, ils sont déjà là. Donc du coup, Nanite, il a déjà des LOD pour calculer tout ça. Mais maintenant, c'est plus 5, 10, c'est 15, 20 niveaux de détail, donc on voit plus le pop en tant que tel, et surtout il est calculé automatiquement, c'est plus à vous de dire je place le niveau de détail à tel ou tel endroit. Donc en fait, votre scène, vous avez un niveau photoréaliste extrêmement fluide, quelle que soit votre distance de caméra. Donc ça va permettre de faire voilà, des open world photoréalistes, et c'est que le début, hein. Enfin, vous imaginez, enfin, vous prenez Unreal Engine 4 il y a 10 ans quand il est sorti, presque 10 ans, les jeux qu'on faisait il y a 10 ans et les jeux qu'on fait maintenant et les derniers qui vont sortir avec, ça n'a plus rien à voir. On est arrivé, il y a un monde entre les deux. Là, c'est pareil, ça c'est l'early access. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans quelques 2-3 ans déjà, et encore plus dans 5, 6, 7 ans,
on en sera à des années-lumière de ça. Ça aura avancé de fou. Il y aura eu beaucoup d'améliorations. Donc, grosse nouveauté, voilà, ce principe nanite. Ensuite, on a Lumen. Grosse nouveauté aussi. En gros, c'est un éclairage dynamique en temps réel avec un seul acteur. C'est-à-dire que dans tous les. Non, j'ai pas trouvé mieux que Blender. C'est vraiment différent. Et il y a des trucs que Blender, de toute façon, cherche à faire, va faire, mais je pense pas que Blender aille chercher à se mettre sur les plates-bandes d'Unreal, c'est pas intéressant et c'est pas le but. Et il y a des trucs qu'Unreal fait pas, qu'on fait dans Blender ou dans Maya ou ce que vous voulez. Et même si peut-être que encore dans le futur ça se gloubi-boulgara, n'est pas une chanteuse, je pense pas, voilà, c'est deux choses un petit peu différentes. Par contre, ça a des vrais. C'est quoi les jeux prévus sous Unreal 5 Pas la moindre idée pour l'instant. Sous Unreal 5, pour l'instant, on n'en sait rien. Il y en a forcément dans les tuyaux, mais il est arrivé pour les. Alors bon, il y avait des grosses teams, j'imagine, qui le testaient déjà, hein, bien sûr. Mais là, il est en early access depuis 3 jours. La sortie officielle, finie, débuggée, tout ce que vous voulez, c'est dans plus de 6 mois. Donc les jeux qui sortiront avec, c'est pas avant 2-3 ans. Donc pour l'instant, voilà, ils en parleront beaucoup plus tard. Après, toutes les boîtes qui bossent aujourd'hui avec le 4, par évident, Square Enix, etc., vont certainement passer sur le 5. Là, le truc aussi, c'est qu'ils cherchent clairement à faire dire à certaines boîtes qui galèrent avec leur moteur interne, Ubisoft, les gars, arrêtez d'essayer de faire un moteur, nous on fait le moteur, par contre donnez vos sous en royalties parce que vous vendez des millions de copies de jeux vidéo, et ça c'est clair que c'est ce qui coince en règle générale, mais en gros nous on fait le moteur, occupez-vous de la créativité. Parce que là, pour l'instant, il n'y a qu'eux qui font ça. Ce truc donc, de Nanite, de vous balourdez vous avez une statue, comme ils avaient montré dans la démo, a fait 10 millions de polygones, vous en mettez 3000, ça rame pas. Ça rame pas, c'est pas possible aujourd'hui. Donc là, voilà, l'idée elle est là, quoi. C'est vraiment, il y a un brevet sous Nanite, bien sûr. Bien sûr, Nanite, c'est technologie Nanite. Alors, vous inquiétez pas que tous les développeurs de moteurs cherchent à faire ça. Sauf que c'est toute la différence entre... Bon, il y a le budget, hein, parce que chez Unreal, il y a Fortnite derrière, ça rapporte des milliards, donc on a le budget pour développer un moteur de jeu vidéo dernier cri et de mettre des équipes talentueuses dessus, etc. Que dans une boîte de jeux vidéo, si on prend, je parlais d'Ubisoft, je les tacle un peu parce que c'est vrai qu'Anvil, Anvil c'est Enclume en anglais, il porte bien son nom, mais ils n'ont pas une équipe aussi grosse que Epic. Même si Epic aussi font des jeux, hein, clairement, hein, Fortnite, voilà. Mais avant tout, Ubi ou des boîtes comme ça, ils font des jeux. Donc quand même Guerrilla Games avec le Decima développe son moteur pour Horizon Zero Dawn, pour comment il s'appelle là, le jeu de Kojima, là j'ai déjà oublié. Nanite, c'est le nom du système dont je parlais juste avant, qui permet de gérer du niveau de détail à la volée de manière quasi infinie. C'est le petit nom de la fonction. Il lui fallait un nom cool. Ils l'ont appelé Nanite. Mais en tout cas, ouais, eux là, ils mettent toute la purée sur. Ok, nous on fait le moteur. On fait le moteur et on vous propose des trucs que pour l'instant vous n'avez pas ou pas forcément. Ouais, Death Stranding, voilà ça, j'avais perdu le nom. Excellent d'ailleurs aussi, particulier, mais excellent comme jeu. Et donc eux, voilà, ils utilisent le même moteur, hein, c'est Decima Engine, qui est magnifique. Enfin, je sais pas pour ceux qui ont vu le trailer là de Horizon Forbidden West, qui est cross-gen en plus, qui est pas next-gen puissance à fond. C'est magnifique, c'est super cool. Alors en VR, il apporte quoi pour le développement, plein de trucs. Parce que pour du coup, voilà, on va pouvoir créer des jeux plus optimisé, plus facilement, donc passer plus de temps sur le côté artistique, encore une fois, que sur le côté technique. On a là, il y aura plein de choses qui vont arriver d'ici début 2022. Pour l'instant, le seul truc qu'il y a dédié à la VR, mais qui est pas rien quand même, c'est un environnement de création Focus VR. Donc je sais pas pour ceux si entre vous utilisez donc Unreal, mais quand on ouvre Unreal, le 4 hein, actuellement, 4.24.26, la 4.27 arrive bientôt, hein, on ne s'arrête pas, il continue à avancer, on peut choisir des templates de projets. Donc vous avez le template FPS, vous avez le template cinéma, vous avez le template jeu isométrique, vous avez voilà, des trucs qui vont en gros vous mettre la base de création du niveau pour que ce soit pratique tout de suite, quoi. On peut partir d'un truc vide, mais en tout cas on a des templates.
Quand vous prenez le template FPS, quand vous cliquez sur Play pour tester votre niveau, on rappelle c'est un moteur de jeu, c'est pas juste un moteur 3D, c'est un game engine, vous avez le petit bonhomme hop qui pop avec sa sulfateuse ou ouais, et enfin tout le bonhomme blanc là au cédar de base, mais hop, vous pouvez tout de suite aller vous déplacer dans la scène, vous avez des interactions minimales, etc. Il y a des choses qui sont déjà à l'intérieur pour vous permettre de créer votre jeu de manière facile, les fameux blueprints. Et ben là, on a un environnement VR. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y avait de la VR dans Unreal, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller en VR déjà, mais on n'avait pas les interactions. Là aujourd'hui, vous avez le swimming, donc le fait éventuellement pouvoir se déplacer comme dans nos logiciels en règle générale, en zoomant, en faisant tourner la scène, etc. Vous avez la canne à pêche là pour vous téléporter d'un endroit à l'autre. Vous avez les interactions avec les manettes. Toutes les manettes des principaux constructeurs sont reconnues, y compris les casques aussi, et donc tout ça dans un environnement créatif. Donc on voit où ils vont. C'est-à-dire que ok, là on n'a pas encore de fonctions avancées qui arriveront clairement, hein, on y va. Mais en tout cas, on a l'environnement de travail. C'est-à-dire que là, si je veux développer un jeu VR tout de suite, j'ai un espèce de template et de blueprint dédié à la VR. Donc j'ai plus qu'à remplir, entre guillemets, mon niveau avec mes assets, mes créations, etc. Mais si j'ai besoin d'attraper un truc pour interagir, ça y est, je l'ai là. J'ai pas besoin d'aller le coder ou de le récupérer ailleurs, etc. C'est in-engine dedans. Donc clairement, ils s'ouvrent vers la VR, plus, et on sait qu'ils ont pas mal de projets là-dessus, donc je me fais pas d'illusions. Après, pour la création, voilà, tout ça là, bon, Nanite, pour le développement de jeu, avec du gros niveau de détail, des trucs très photoréalistes, euh, et même pour la VR par rapport aux écrans, bah, par rapport aux écrans, je sais pas, là c'est plus eux qui vont. Là c'est des constructeurs de casques plutôt. Ah, tu vois, en général, est-ce que la VR par rapport aux écrans, bah, attends, ça cohabitera, c'est deux choses. C'est deux choses différentes, différentes et complémentaires. Je pense pas qu'il y ait de. il y ait de... Ouais, c'est ça, oui, je pense pas qu'il y ait de choses vraiment. Il y a pas une rupture entre les deux qui fait que à un moment l'un remplacera l'autre ou ce sera toujours, il y aura toujours les deux à mon sens. En tout cas à l'heure actuelle, je vois pas les choses. Même si bon, la VR va prendre de plus en plus de place, ça me paraît évident. Il y aura de plus en plus de choses avec, dans le pro comme dans le divertissement, comme dans le Monsieur Tout le Monde à la maison, ça évoluera, etc. Mais en tout cas, ouais, la place que ça va prendre, je serais bien Nostradamus de juger ou de jauger par rapport à ça. En tout cas, par rapport à UE5, on va dans une création qui va être beaucoup plus fluide et réaliste. Je voudrais deux, trois, je vais accélérer un peu parce que sinon on va vraiment passer longtemps dessus, même si tant que vous avez envie. Je veux dire, je peux en parler, mais après on ira quand même dans Microsoft Maquette, on est là pour ça. Donc je disais voilà, donc on avait Nanite, on a donc l'autre technologie qui apporte beaucoup de choses, c'est ça, c'est l'humaine. C'est donc de l'éclairage temps réel avec un seul acteur. Là, ça va peut-être moins parler à ceux qui font pas trop de 3D ou qui n'ont pas mis les mains dans Unreal actuellement. Donc dans Unreal, les éléments, on appelle ça des acteurs, mais bon, enfin, on va dire, parlons d'éléments, on s'en fout, c'est pareil. Faire un éclairage réaliste, c'est une tannée. Quel que soit le soft 3D, le moteur de rendu, il y a toujours un truc qui fait genre, c'est la lumière du soleil, etc. Mais faire un bel éclairage naturel, c'est pas juste mettre la lumière du soleil et roule. Octane est très bon là-dedans, Blender a bien rattrapé aussi, Redshift marche très bien. Enfin, voilà, tous les moteurs ont progressé là-dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais quand on veut avoir voilà, les bonnes réflexions, les ombres bien calibrées, l'endroit où on va focus sa scène, avoir quelque chose d'un peu riche, qui fasse sympa, qui fasse réel quand même, et bah, il faut mettre d'autres lumières. Donc on se retrouve avec une pelletée de light dans ces scènes. Alors certes, le RTX, le Ray Tracing temps réel, avait déjà facilité les choses au niveau des réflexions, au niveau de la transparence, de la gestion de ce genre de choses. Là, ça en tire encore plus pleinement parti. Mais là, en gros, maintenant, donc ce que ça permet, là, tout ce qu'on voit là de cette scène, il y a un acteur. C'est-à-dire qu'il y a une sunlight, c'est pas comme ça, c'est une directional light dans Unreal, mais voilà, ça gère toutes les ombres, la lumière, on voit l'évolution sur les nuages, commence à se goupiller. Alors là, c'est le nouveau système d'atmosphère, c'est passé sur autre chose. Il y a le nouveau système d'atmosphère aussi qui va plus loin, qui est plus facile à utiliser, plus naturel. Mais en gros, tout ça mis bout à bout, c'est que là, vous prenez votre sunlight, entre guillemets, votre directional light, plaque, vous la plaquez dans votre scène, et dynamiquement, votre scène, elle est éclairée de manière super naturelle. Là, dans le projet de démo qu'ils fournissent avec,
il y a que l'endroit, à un moment, on voit, si vous allez regarder, on va pas le remettre là, mais il y a un petit feu de camp. C'est le seul endroit où il y a quelques petites lights autour pour donner ce petit côté un petit peu plus fancy au feu. Ah bah là, oui, non, mais oui, oui et non, ça que oui, enfin si, technologiquement, là, je pense que tous, ils ont quand même mis un coup de pied dans la fourmilière sur pas mal de choses. Salut Iso. Entre voilà, Nanite, l'humaine, c'est les deux grosses. De toute façon, ils communiquent massivement là-dessus. C'est les deux gros trucs. Mais ça aussi, là, ils en communiquent moins dessus. Donc, mais l'atmosphère qui avance de fou est encore plus réaliste, plus dynamique. On voit là au niveau des particules, la gestion du scatter de la lumière dessus, etc. Enfin, ça devient assez dingue. Là, il montre justement donc l'intégration de Bridge en direct. Donc le fait de pouvoir aller chercher directement dans Bridge, voilà, les assets et plouc, les caler dans Unreal. Alors évidemment, on peut utiliser d'autres assets qui viennent d'ailleurs, mais comme ça leur appartient maintenant, voilà, on essaie de capitaliser là-dessus. Je rappelle que tout ça, c'est complètement gratuit. Unreal Engine, Pixel, Megascan, tout ça, c'est vous vous abonnez, vous créez un compte et c'est gratuit, vous pouvez créer avec, il n'y a pas de... C'est nos limites. Qu'est-ce qu'on a d'autre bon là je vais passer vite fait dessus, mais c'est plus vraiment pour le côté jeu, pour les développeurs. Donc maintenant on va pouvoir donc faire des partitions de monde. Donc là on voit on a un énorme open world sur la droite, enfin énorme, on a un gros terrain sur la droite, et on voit qu'il sélectionne juste des petits carrés, et que le moteur de jeu ne charge que la zone qui est sélectionnée. Bah oui, ça va permettre déjà, bon ça on pouvait le faire un peu avant, mais je pense que là ça va être beaucoup plus léger, c'est moins technique, vu que c'est intégré directement au moteur. L'interface aussi, je vais pas parler, mais qui a été refaite, qui est beaucoup plus cool. Ce qui est pas rien quand même, parce qu'elle a daté un petit peu. Mais en tout cas, le Word Partition, c'est-à-dire qu'en gros, bah, vous avez besoin de bosser là, et pas tout charger, bah, vous chargez que la partie qui vous intéresse. Donc pareil, plus de facilité pour les créateurs. Pas besoin d'utiliser toutes les ressources pour charger toute la map. Si c'est pour placer un bâtiment et travailler un bâtiment à tel endroit, on charge que la zone qui nous intéresse. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est que là, on a du data streaming, et on va pouvoir travailler à plusieurs sur le même projet. Il y avait des moyens aussi, pareil, de le faire jusqu'à présent, mais c'était quand même assez technique et compliqué. Il fallait rajouter des outils, modifier le soft, etc. Là, en natif, on peut le faire. C'est-à-dire que Ghana, il peut bosser sur la tuile numéro 123, moi je peux bosser sur la tuile numéro 17, et quand on va placer des objets, etc., bah, dynamiquement, les objets vont se placer dans la scène sans que ça pourrisse ce que faisait l'autre. Si l'autre veut remodifier, il peut remodifier sans que ça pourrisse ce que je fais. Les données, on va dire, de localisation, de détails de l'objet, etc., sont stockées dans l'objet. Avant, c'était stocké sur la map. Mr. Hudson, normalement tu as l'installation est séparée, parce qu'effectivement euh, tu as la version actuelle, c'est toujours la 4.2.6. Donc forcément, le mettre à jour ou l'installer, il va te proposer que la 4.2.6. Le plus simple, c'est de placer directement, là tu passes par unrealengine.com, Unreal 5, la page officielle, et en bas de la page, normalement, voilà, tu cliques juste là, et ça va te l'ouvrir dans ton launcher directement. C'est plus simple, ça évite de chercher. Il y a un lien dans le launcher aussi pour le charger, et du coup, bah, prévoit la même place à peu près en installation. 32 Go pour l'installer, en plus de ton 4.26. Oui, il est dispo aussi sur le launcher, mais bon, en cas de doute, pour pas chercher, directement sur la page, là, ça l'ouvre directement dans le launcher aussi. Donc, facilité donc, de création pour les boîtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pas mal de fonctions aussi, bah, je passe vite fait là-dessus, pour l'animation. Donc on a des choses maintenant où Star Citizen... franchement, non mais ouais, Hagrid, là je t'avoue, là quand j'ai vu ça, alors bon, vu les contrats qu'ils ont avec Lumberyard, j'en doute, mais ouais, en vrai, parce que tous les trucs qui se font chier à développer pour Lumberyard qui marchent pas depuis 3 ans, hein, l'object data, l'OBC, l'object dans l'ODC, l'object data container, qui justement
permet de dire quand mon vaisseau, j'arrive dans un système solaire et j'ai une planète, une station, je ne charge que ce que je vois et je suis pas obligé de charger le vaisseau qui est à l'autre bout du système solaire, donc qui est même pas à côté de moi, etc. Qui est quand même la base de toute leur techno. Ils galèrent, c'est toujours pas au point, et là t'as un moteur qui arrive et qui fait exactement ça. Ouais, après que le jeu soit en dev depuis 2012, et même 2013-2014, parce qu'au début, enfin, tant qu'ils mettent le truc en... Enfin, c'est absolument... Enfin, moi, rien de grave, hein. Enfin, tu vois, les jeux aujourd'hui, les gros triple A, les vrais, je parle, enfin, pas un truc comme Assassin's Creed, qui est un vrai triple A, attention, mais qui a une techno derrière, qui est mûre, et qui avance un petit peu. Ouais, mais c'est pas le même développement, enfin, entre Edith et Star Citizen, enfin, t'as un fossé technologique, c'est même plus un fossé, à ce niveau-là, donc forcément ça demande un petit peu plus de dev. Aujourd'hui, un triple A met 5-6 ans minimum à être développé. 8 ans, c'est la durée standard, et tu vois des jeux comme Cyberpunk, comme Red Dead, etc., qui sont à 8-10 ans. Euh, c'est normal. Il y a tellement de techno. Puis tous les trucs, il y a ceux aussi qui annoncent le truc où tu sais pas quand ils l'ont commencé. Tu vois, après, t'as Kojima qui peut arriver avec un Death Stranding qui le fait en 3 ans, mais c'est un jeu vide, fondamentalement. Tu vois, il n'y a pas 50 milliards de trucs dedans. Donc là, tu peux. Mais quand tu veux faire un jeu avec plein de trucs, plus les technologies que tu veux mettre dedans, c'est assez fou. C'est assez fou. Après, bon, Star Citizen, là, question de goût, moi je suis archi fan. Hein, c'est honnêtement, enfin, même si je l'avais pareil, je joue plus beaucoup maintenant parce qu'il faut vraiment que ça avance un coup avant que ça m'intéresse. Mais tu, il défriche des technologies, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après. Parce que ce qu'ils développent, t'inquiète pas qu'ils le vendent à d'autres aussi. Hein, ils se licencient comme ça. T'as des technos dans ce jeu qui n'existent nulle part ailleurs. Mais ils font tout maison. Donc ça prend du temps. Puis c'est pas une équipe monstrueusement ouf non plus, hein. Je sais plus, je crois que chez CIG, sur toutes les antennes, ils sont 350, 400, pas que des artistes ou des codeurs. Donc c'est... Non mais j'aime bien Elite aussi, j'ai joué aussi dans tous les jeux spatiaux, etc. Je suis assez fan, même No Man's Sky, même si au début, bon, après j'ai bien kiffé m'y remettre, etc. Mais c'est voilà, là, c'est pas... On peut pas comparer. À la limite, je comparerais Star Citizen presque à EVE Online, mais pareil, enfin, technologiquement, ça n'a rien à voir. Frostbite, non, je t'avoue que là, j'en sais rien. Bah, j'ai aperçu le 3, et il est arrivé il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, hein, je crois, un truc comme ça, donc je suis pas persuadé bon, il s'améliore un peu tout le temps en interne. Mais le moteur No Man's Sky, c'est quoi? C'est un moteur interne. Je saurais pas te dire. C'est un truc perso. C'est un- c'est justement aussi pour ça qu'ils ont galéré, qu'ils ont mis du temps avant de le dompter, de sortir tout ce qu'ils avaient promis. Comme souvent, bah, moteur interne. En plus, très petite équipe, hein. Les mecs, ils étaient 30, hein, chez No Man's Sky, hein. Alors peut-être un peu plus sur la fin, mais c'était une trentaine de personnes, donc c'est compliqué. Ouais, exactement. Donc là, bon, pendant que ça tourne, ouais, bon, il y a beaucoup de trucs sur l'animation aussi en temps réel, hein, etc., qui vont faciliter la vie. Encore une fois, là, c'est très très technique, c'est vraiment pour faciliter la vie des développeurs. Nous, en jeu, on verra juste surtout que c'est vachement plus classe. Et le développeur, il se sera moins saoulé à faire le truc, et en plus, ça marchera mieux. Donc là, pour la petite info aussi, le personnage, enfin le monstre là, toutes les parties d'armure qu'il a sur lui, c'est du haut poly. C'est-à-dire que c'est pas du tout optimisé, c'est plusieurs millions de polygones à chaque fois sur chaque truc. Ça prendrait une ressource de dingue, et là, voilà, pouf, il est habillé intégralement de trucs haut poly. Et pour la petite info, ce monde de démonstration a été créé par, ça a parlé à Ganakel, ça par Aaron Sims Creative. Euh, Avoc, le moteur de No Man's Sky, très bien. Ça doit être utilisé par d'autres parce que ça me parle aussi, Avoc. On a aussi tout un nouveau système de musique, et là ça m'a mis la puce à l'oreille aussi sur ce qu'ils veulent faire. C'est que le nouveau système, on voit là dans le coin, c'est caché par ma miniature, ça s'appelle Metasound. Et du coup je me dis, mais ils sortent MetaHuman. Là il y a Metasound. N'entrerions-nous pas dans le métaverse de Unreal Engine, et donc de cette espèce de nouvelle philosophie de l'outil. Là, pour le son, on va pouvoir vraiment créer du son, gérer son son. Alors, on pouvait déjà, hein, pareil, mais de manière beaucoup plus fluide et dynamique pour le jeu. Là, dans la démo, tout est fait avec. C'est assez impressionnant. On peut créer des synthés directement dans Unreal maintenant. Pour ceux qui font de l'audio, il y a Fmod en game dev, qui est un peu la référence aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, il y a des outils internes, etc. Mais Fmod, c'est un truc qui est assez réputé dans le genre. Qu'est-ce que j'ai pas du tout, moi qui étais dans le son avant, là, j'ai tellement lâché l'affaire que
j'ai jamais été mettre les mains dans le cambouis pour voir vraiment ce que ça proposait. Pour gérer voilà, des choses en temps réel, dynamique, etc. Vous savez, maintenant, il n'y a plus un jeu AAA, justement, qui sort où la musique évolue pas de manière dynamique avec ce que... Tu disais F-Mode, ISO, ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est que tu gères des événements aussi, en plus de tes sons, qui permettent de rendre dynamique des choses par rapport à ton déplacement. Tiens, il y a un ennemi qui arrive, du coup, la musique a commencé à s'énerver un petit peu plus. C'est le combat, bim, là, il y a les effets, les trucs qui partent, etc. L'ennemi est décédé, hop, ça se recalme, et on repart sur un autre truc, et tout ça de manière dynamique et fluide. Entre autres, hein, ça fait pas que ça, bien sûr, mais c'est, je pense, le plus flagrant si on parle de jeu. Donc en tout cas, voilà, rien que là, en 3 jours, je remets page, voilà, genre ça, en 3 jours, tout ça, c'est venu se... Bim. Ok. Il y avait avant, et il y a déjà maintenant, alors que c'est qu'un early access, les projets faits sur Unreal Engine 4 sont compatibles avec le 5, hein, donc on peut ouvrir déjà ces projets dedans pour aller tester, voir ce que ça procure, et là tout le monde est d'accord pour dire que bah, tout ton projet UE4 dans UE5, bah, c'est 10 fois plus fluide parce que nanite, quoi, et déjà, rien que tout ce que tu as foutu dedans, c'est vachement moins lourd à calculer que la lumière, lumène. Alors bon, a priori, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis encore un peu, ça que ça marche bien, mais si on veut le truc super réaliste, etc., il faut quand même aller dans la console. Voilà, tout est pas... ouais, early access, encore une fois, on sait qu'aujourd'hui on veut tous les trucs finis tout de suite, mais là, voilà, mais déjà, ça va changer la donne, et je pense que oui, on verra des petits jeux, des productions indé, etc., je pense assez rapidement l'année prochaine, faites sous UE5. Pour les gros blockbusters, on va attendre un peu, puisque de toute façon, il a été annoncé il y a 1 an. C'est complètement dingue. Et puis je pense que c'est pareil, là, enfin, j'ai pas creusé encore assez, mais je suis sûr qu'il y a des trucs où on est passé un peu sous le radar, et on va voir là dans les chaînes YouTube spécialistes, etc., Ah ouais, il y avait ça en plus, ils en avaient pas parlé, ou alors c'était à peine montré, mais voilà, il y a des mecs là qui s'amusent à prendre des photos scans, là j'ai vu, j'étais mort de rire là, sur Twitter, hein, qui prennent des photos scans, genre rien, il a pris un chien sur un canapé photoscanné, je crois 15 millions de polygones le truc, et qu'il l'a dupliqué genre, je sais plus combien de milliers de fois dans la scène, donc ça te fait une espèce de damier de chien sur un canapé, et mec, il montre que c'est juste fluide, que tu te balades dedans comme si t'avais 3 pots de fleurs, quoi. Ok, d'accord. Et là, il y a combien de millions de polygones en vrai? Je sais pas. Et ça, il y a une semaine, on pouvait pas le faire. Donc c'est ça qui est complètement ouf. Donc là, ouais, voilà, clairement. Bah, techniquement, oui. Mais quand on parle d'une prod, c'est compliqué quand même. Faire switcher, t'imagines, toi, je sais pas, enfin j'ai une ânerie, mais là, bah, mettons, voilà, Square Enix qui bosse là-dessus. J'imagine qu'une boîte comme Square, ils ont des versions de test du E5 pour au moins leurs équipes de dev depuis au moins 6 mois, si c'est pas depuis que le truc a été annoncé. Ça a été annoncé, je sais plus, à la GDC en 2020, je crois. Ça remonte un peu, c'est la démo PlayStation 5 là. Donc eux, clairement, des boîtes comme ça, ils ont des kits test. C'est obligé parce que dans des boîtes comme ça, on le modifie. Les films aussi, bien sûr, sur le cinéma, c'est de plus en plus utilisé. En ingénierie aussi, ça sert vraiment dans plein de trucs, Unreal, hein, pas du tout que dans le jeu. C'est même, je pense que si on prend bout à bout tous les autres secteurs, ça représente plus que le jeu, concrètement. Ça leur rapporte certainement plus aussi. Peut-être pas que Fortnite, mais ouais. Quoique, s'il y a quand même un paquet de jeux, un Final Fantasy VII Remake par exemple, qui s'est bien vendu, il aura quand même, je pense, pas mal rapporté aussi. Mais du coup, pour eux, porter le jeu complet, un truc en développement, ça sera pas. Faudrait que la prod commence limite là maintenant, ou voilà, quand il sera release sur, etc. Peut-être plus, on pourra peut-être se dire, là, ils peuvent être amenés à faire des switches. Quand un truc est déjà en roulement, quand t'as 500 personnes qui bossent dessus, etc., en interne, en IT, c'est un enfer quand même. Donc, faudrait vraiment en avoir envie, euh, sachant que le 4 fait déjà des visuellement très jolis. Donc là, la génération va se finir dessus, et on verra, je pense, d'ici 2-3 ans, les premières grosses prods full UE5. Parce qu'il va y avoir un temps de production de gagné de toute façon. C'est vraiment le temps de production de gagné, mais aussi il faut que les gens s'équipent. Parce que là, ce que ça dit pas, c'est que si vous n'avez pas, vous, sur vos ordis, ou alors moi, la PlayStation, Xbox, ils ont équipé là pour cette génération-là, mais pareil, ça va évoluer, ça va être de plus en plus gourmand. Il faut des SSD de compète là.
Parce que ok, et puis de la carte graphique, il faut de la RTX et compagnie. Parce que ça, en dev, ok, d'accord, on a des machines, etc., pour les faire tourner. C'est pas le jeu fini, c'est le développement, etc. Donc c'est une chose, on optimise, c'est vrai aussi, mais derrière, le jeu, faut le faire tourner quand même. Donc quand vous avez un open world photoréaliste de fou, avec des effets dans tous les sens, le truc, la dinguerie, bah, faudra les dernières générations, évidemment, comme d'habitude. Là, clairement, faudra je sais plus comment ils s'appellent, là, les dernières générations de SSD, de RAM, de cartes graphiques à 3000 boules parce que c'est plus dispo en ce moment, parce que les mecs font du minage avec, pour que ça tourne bien fluide, etc. Parce que les datas, faudra qu'elles arrivent vite. Parce que, ok, ça calcule vite, mais les datas, faudra les envoyer super vite aussi. C'est ça le truc. Quand vous avez du 15 millions, que le truc il est haut poly de toute façon à la base, c'est bien joli de pouvoir l'afficher, mais il faut l'envoyer dans le tuyau. Et ouais. Donc voilà, ça va être à suivre. Euh, je vais passer dans la VR, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dessus si vous en avez pendant que je passe sur Microsoft Maquette. Et on va changer complètement on va passer dans low poly total. Du coup, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans Microsoft Maquette. Donc, mais pour le cinéma, ouais, comme là, dans le cinéma, ça va être dingue. Parce que là, il y a du calcul. En cinéma, on fait du précalculé, c'est pas du temps réel. Même si on va peut-être avoir des expériences du coup de cinéma temps réel, peut-être dans le futur, des nouveaux cinémas avec des expériences temps réel. Ce serait bien pour le cinéma, pour qu'il se réinvente un peu, proposer quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, rattirer les gens dans les salles ou dans des nouveaux types de salles. Qui sait? On peut avoir des surprises là-dessus. Mais en tout cas, en précalculé, quand vous avez la galerie de serveurs derrière pour calculer vos plans d'effets spéciaux, etc. Là, vous n'avez plus rien à foutre, concrètement. C'est open bar, il n'y a pas besoin de calculer le truc en temps réel. Déjà au Cinoche, le côté low poly, machin, c'était un peu macache, hein, on pouvait y aller, allez, on balourde. De toute façon, tant que ça marche dans le plan, là, avec le plan, on peut le rendre, c'est bon. Mais ah ouais, mais là, voilà, là, quand t'as des trucs comme ça, oui. Bah, après, s'ils ont commencé le taf sur le 4, vu que les projets du 4 peuvent s'ouvrir sur le 5, déjà, après, c'est pas la révolution absolue de l'interface, des blueprints et compagnie. Il y aura peut-être pas tant de taf que ça à faire. On aura peut-être des surprises, hein. Là, pour les petites équipes, c'est plus facile. C'est plus facile pour une petite équipe de dire allez, vas-y, on se prend, pardon. On se prend quelques semaines, mois de plus, pour voir si ça fonctionne bien, si on fait un portage, etc. En cours de route, on change juste les trucs qui déconnent, plutôt que voilà, une équipe de centaines de personnes où changer le moindre truc, ça devient compliqué, compliqué. Bon, là, je vois plus le chat le temps que je suis pas retourné dedans. Ah, le truc horrible, c'est quand t'as un cheveu, voilà, qui est coincé pile à côté de ton nez quand tu remets le casque. Après, ça te chatouille pendant 3 plombes. Alors, donc c'est pas ça. Euh, euh, Alors, l'image est noire, c'est normal, parce que pour pas que mon ordi chauffe trop, je n'avais pas relancé l'appli Microsoft Maquette avant, là, parce que sinon, on l'a laissé tomber entre tout qui tourne. Il fait beaucoup trop chaud dans cette pièce. Alors, on met l'écran ici. On prend le chat. C'est le moniteur 2. Il est là. Le chat, on va le mettre... je vais le mettre là parce que sinon, je vois rien. Voilà. Ça devrait être pas mal. Et on lance Microsoft Maquette. Microsoft Maquette. Ah, fait chaud dans cette pièce. Hardware checklist. Microsoft Maquette bêta. Chargement. Chargement. Ce qui est toujours marrant, c'est que vous le voyez déjà, normalement.
Moi, il charge encore. Il charge encore un peu. Ça me paraît un peu long quand même. Pourquoi? Parce que je vois normalement mon pointeur là. Ouais, je vois mon pointeur, je vois mes manettes. Ah. C'est bizarre ça. Allons bon. Peut-être que si je fais ça. Ah ouais, c'est ça. Toujours un peu bizarre avec Steam et Oculus des fois. Voilà. Là j'ai bon, j'ai le remote, je vois tout. C'est ça. C'est Stream et Oculus qui font des siennes. Il n'avait pas compris que j'étais pas dans l'un, que j'étais dans l'autre. Donc, bienvenue dans Microsoft Maquette. Si c'est bon là, normalement. Vous voyez bien? Ouais, ok, très bien. On va aller voir quelques petits projets pour montrer justement, j'en ai repéré des qui étaient bien cool. Et puis on va regarder un petit peu les fonctions, comment ça se présente. Parce que de toute façon, là, il est déjà 22h14. Donc autant bien avancer. On va aller dans celui-ci, par exemple, Mido, qui je trouve très sympathique pour commencer. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça bouge, il est vivant, it's alive. Quand j'ai vu ça au début, Microsoft Maquette, les vidéos de présentation, elles étaient, ouais, il y avait genre ça, Applet là, il y avait, il est où le machin? Il y avait ça, le magasin de chaussures, etc. Et je me suis dit, bah ouais, ok, d'accord, c'est carrément orienté, ouais, j'avoue, on dirait aussi le logo un peu ETR. Hein, je veux pas dire, mais alors bon, faut tirer un peu par les cheveux, mais hein, il y a quand même, hein, si on, hein, c'est un peu, ils nous ont piqué, Zazel, appelle Microsoft, j'appelle les avocats, on va, on va dire, ils se sont un peu trop inspirés de notre logo. Ils ont vu ça marchait trop, ils ont dit hop, et puis les couleurs et tout, ça va pas du tout. Donc ouais, Microsoft Maquette, j'étais un peu persuadé que c'était très design, et en fait, du coup, voilà, on arrive sur des trucs comme ça. Alors déjà, ça charge assez vite, vous allez voir. Et encore celui-là, c'est un des plus longs. Bon, à moins que mon ordi soit un peu en PLS depuis tout à l'heure. Voilà, hop. Je vais juste. Voilà. Et on arrive dans des trucs comme ça. Le logo GameCube. Bonne chance. Ouais, mais c'est gentil, toi, Ganakel. Et voilà, on arrive. Franchement, je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais rajouter les interactions, mais ça fait un super petit jeu, quoi. Tu vois, on est complètement dedans. Alors, ce qui nous rappelle qu'on est dans un soft de création, c'est que sur ma main gauche, je veux pas trop m'en départir, j'ai toute cette palanquée de menus, etc. Alors, c'est assez bien foutu. Il y a beaucoup de menus. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Voilà, c'est très Microsoft quand même, là, je trouve, à ce niveau-là. Où, voilà, on a pas mal de menus à aller regarder. Il y a des menus, il y a des sous-menus. Dans les sous-menus, des fois, il y a des pages, etc. Bref, il y a un peu de navigation. Mais ça reste, somme toute, plutôt bien pensé. On voit que sur ma manette de gauche, en plus, j'ai donc mon undo et mon redo. Qui parle bienvenue, j'ai pas eu le temps de lire, mais bienvenue à la personne qui vient de bien venir. Et donc je sais plus de quel côté, trop de chat partout, je suis perdu. On a donc le undo et le redo sur sa main gauche. On a un pointeur, on va voir à quoi il sert juste après, et la main droite qui est la main d'interaction où on a la sphère d'interaction, la taille du brush, etc., comme souvent, et le menu outils ou des menus contextuels. Concrètement, après, on a juste les grips et le trigger qui servent, c'est assez simple. Et donc, comme d'habitude, un peu à la tilt brush, hein, pour le coup, je maintiens mes deux grips et je fais rotationner ma scène. Et je la redimensionne en écartant les mains directement. Mais dans ma scène, donc là, on va regarder un peu les outils après, mais une scène comme ça, il me dit, mais comment se téléporter avec un petit zombie et une lettre? Et si je maintiens le grip de ma main droite, donc de ma main gauche, pardon, ma main secondaire, j'ai ma canne à pêche qui apparaît. Et en fait,
vu que c'est un prototype, enfin, c'est un logiciel de prototypage fondamentalement, je peux aller me déplacer comme si en fait j'étais dans mon application. Donc certes, j'ai pas les interactions d'un jeu là, mais concrètement, je peux aller voir un peu dans mon prototype de scène de jeu, donc qui est très très low poly dans l'esprit, comment ça fonctionne, à quelle échelle je suis. Alors on va voir, on va grimper un peu, vous allez voir qu'on peut placer, comme dans certains logiciels, des petits personnages, avec des casques pour nous représenter et donc pour pouvoir déterminer l'échelle à laquelle vous allez spawn dans la scène. Donc là, si bon j'ai un peu changé le zoom je crois, mais si je j'avais pas touché au zoom, je peux décider que mon viewer sera à l'échelle. On dit pas rotater? Je sais j'ai jamais su. Rotater, rotationner, tourner, tourner. Tourner, on est sûr que on est sûr que ça passe. Donc là, je monte sur mon petit temple. On voit que la lumière est quand même très cool, hein. Là, on a une sunlight, hein. Ça marche bien, franchement sur la scène, hein, toutes les couleurs sont des flat colors, hein, à l'origine, donc c'est une couleur unie à chaque fois. C'est vraiment le type de matériau et les lumières placées autour qui vont faire qu'on a les lumières, les ombres et cetera et ça réagit franchement très bien. Il y a d'autres softs qui sont plus, je dirais orientés ultra créa et cetera, qui ont pas ce fonctionnement. On voit là voilà notre petit bonhomme, qui représenterait les zones de spawn, par exemple, dans mon application. Donc là, si je clique dessus, hop, il me met bien à l'échelle de mon petit bonhomme, là où il voulait que je regarde ma scène si j'avais spawné dans l'application. Je vois que là où j'étais au début, devant moi, là-bas au bout, j'ai mon spawn de départ. Et si je regarde là-haut, j'ai le petit point de vue avec un autre spawn aussi. Et donc du coup, je peux vraiment aller me balader dans toute ma scène. On va essayer d'aller là-haut un petit peu plus vite. Hop, tac. J'aime bien ce petit univers low poly, qui est vraiment super cool. Alors, à ceux qui se demanderaient si on est coincé à faire du low poly, pas du tout. Alors pas du tout. C'est clairement on fait pas, c'est pas du high poly qu'on va faire avec Maquette. On peut faire des rendus complètement, enfin plus réalistes quand même avec les outils à disposition. On va les regarder après. Ils ont quand même fait un très bon boulot. C'est là où je trouve que c'est assez impressionnant. Et Perspective Atmo, tout à fait. Il y a de la il y a du fog. On retrouve ce fonctionnement un peu à la Medium dans le World Editor, on va dire, dans l'éditeur d'ambiance, où on a le fog, on a le depth of field, la profondeur de champ, on a donc la lumière du soleil, et après on a des lights, ça qu'on peut placer dans la scène, autant de lights qu'on veut. On a des spotlights, on a des point lights, et on peut en définir pareil l'intensité, la couleur, le placement, le rayon, etc. On a des émissives aussi qui fonctionnent comme des émissives. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait on peut aller, mine de rien, assez loin. Je vais aller dans un autre projet pour montrer autre chose, pour donner une idée. Tiens, ça va plaire à Ghana, je suis là rapidement. Une petite scène, prototype de scène science-fiction, où on a un côté un peu alien, même si le robot, lui, je sais pas d'où il sort, mais enfin là, clairement, les bestiaux un peu scorpionesques, c'est un peu nos crabes nalais. Donc, pareil, perspective Atmos aussi dans la distance, hein, même là dans le couloir. Les petites, alors du coup, pareil, je crois que pour me déplacer, c'est plus rapide comme ça. Toutes les petites particules, voilà, ils ont dupliqué la section de couloir, et franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Du coup, vu qu'on a des lumières et des émissives, on peut vraiment faire des ambiances. Ouais, je pensais pas, honnêtement, ça c'est le truc, je pensais pas du tout. Donc encore une fois, voilà, on est sur du proto. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas si, ouais, si, ouais, on peut même mettre, ouais, on met des images à cet endroit. Là, voilà, c'est gratuit et on peut importer des images, hein, n'est-ce pas, Tivori? Et du coup, c'est là où je vais le comparer un peu à Tivori en mal, enfin en bien pour maquette. C'est que du coup, on peut faire finalement la même chose que dans Tivori, à peu de choses près. On a des fonctions AR aussi. Euh, on n'a pas l'export, certes, a priori, donc à vérifier quand même, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on pouvait exporter du FBX. Mais je me demande. Faudrait que je regarde, parce que là, Ghana, tu sais très bien, toi, qu'ils ont la visionneuse 3D dans Windows. Et tu vois, là, il y a le Show in Explorer. Et s'il s'adresse, hein?
est-ce qu'on pourrait pas exporter ça vers Explorer ou Edge et parce que là, du coup, il faut qu'ils arrêtent de l'appeler comme ça et le balourder dans la visionneuse 3D? S'il y a moyen de faire ça, franchement, c'est cool parce que du coup, ça après on le récupère n'importe où et on retexture, mais je dirais que si on veut faire des trucs un peu low poly comme ça, en fait, finalement, ça suffit carrément à soi-même, hein. Il y a pas de problème. Ça a pas l'air trop lourd en plus, donc c'est assez intéressant. Et bien sûr, donc il y avait les trucs, alors ça, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la bonne idée. C'est genre là on est vraiment pur design, un livre VR. C'est une présentation de la table des matières d'un livre en VR. Donc voilà, on arrive devant. Bienvenue FPL 59, bienvenue parmi nous. On a donc la table des matières, la page de garde. On voit le chapitre 1 là-bas. Alors là, si je peux me diriger comme tout à l'heure, il voulait pas. Où je peux aller, voilà, chapitre 1, sauter ici. Et donc du coup, on pourrait imaginer, bon là, il y a que ça hein, dans la scène, mais je pourrais imaginer que voilà, devant moi, là, ici, se déroulerait le chapitre 1. Là, on est vraiment purement dans le design d'application, mais l'idée est bonne, ça marche bien. Et c'est certainement ouais, pour retexturer après export, nous, oui, plutôt Blender, hein, clairement. Mais tout est possible là. Enfin, il n'y a pas de chasse gardée, c'est vraiment le logiciel que tu préfères utiliser. Blender, l'avantage, c'est qu'il est gratos, donc c'est quand même tout de suite beaucoup plus intéressant et moins cher. Attends, hop, reviens là, toi, pour faire un peu ce qu'on veut. Et j'en fais encore deux, puis après je vais montrer un peu les différentes fonctions qu'il y a, que vous voyez à quel point c'est super intéressant. Voilà, ça c'est la démo que j'avais vue la première qui m'avait fait penser que c'était que du design. Mais là on est dans du design d'appli, pareil. Voilà, j'ai designé pour un client une application de vente de chaussures virtuelles. Donc la personne pourrait attraper dans les rayons la paire de chaussures qu'il veut, changer la couleur directement. Donc là, il n'y a aucune interaction. Je peux pas aller appuyer sur Buy ou quoi que ce soit là, en fait, sinon je l'attrape et je déplace les trucs. Je suis en mode créatif, mais ça permettrait, par exemple, à mon client ou quoi que ce soit, voilà, de lui montrer vraiment un truc, dire: «Ah tiens, regarde là, ça se présenterait comme ça. Là, avec ma main, je pourrais changer les couleurs, attraper, mon modèle de chaussure» et cetera. Donc très, très, très cool, je trouve au niveau enfin, ouais, on a vu, 4 trucs là, mais ils sont tous ultra différents. Là, on est vraiment dans du design pur. Ouais, j'ai bougé un truc. On avait, ça va plaire à Albin aussi, ça va plaire à Ghana, une petite, composition super simple, en façon monde des chairs. Et là, par exemple, sur celle-ci, alors on n'a pas d'interaction, mais j'ai menti dans le sens où on a un mode exploration. Vous voyez, j'ai un bouton play des fois qui apparaît et si je fais play, donc j'ai fait play, voilà, j'ai quelques interactions. Par exemple, ici, je vois que je peux me déplacer vraiment en visant de point de spawn en point de spawn. J'en ai un autre là-bas. Alors là, ce qui est un peu ballot, c'est que ma canne à pêche est blanche sur fond blanc ici. Alors pour la viser là, ouais, ah, et je l'ai vu, il a bougé. Bah, tu vas bouger, oui. J'arrive pas. En plus, là, du coup, la navigation avec les grippes ne fonctionne pas. Ah là, c'est bon, je l'ai eu. Là, je peux pas me déplacer vraiment. Ah bah si, ça y est, il m'a dégagé du truc. Ah, c'est ça, je peux pas zoomer. Et il y a des moments où je pouvais rotationner, mais là, je peux plus. Bref. Enfin, j'ai une espèce de test, on va dire, d'application dans le moteur en lui-même. Ah, avec Sketchfab, ouais, complètement. Alors, attends, là, il faut que je regarde ma caméra réelle, parce que j'ai l'impression que je bouge en même temps. Je ne sais plus où je suis dans ma pièce. Donc voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Où je vais aller mettre? Je vais aller mettre dans un autre projet, genre celui-là. Tu parles de Sketchfab. Là, je trouve celui-là, c'est un truc qu'on trouve tellement dans Sketchfab souvent que je me dis, tiens, c'est rigolo. La petite island de façon, voilà, j'ai mis un bâtiment, j'ai créé un truc, etc. Et donc celui-là, j'aime bien parce qu'il y a plein de trucs dedans. Donc du coup, on va pouvoir regarder plusieurs choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a classiquement, voilà, notre sélecteur de couleurs. Ça, jusque-là, il est accessible tout le temps avec mes palettes quand j'ai sauvegardé plusieurs choses. Mon RGBA, donc rouge, vert, bleu, couche alpha, quand je sais que je veux régler ma couleur précisément. Bon, jusque-là,
rien de bien transcendant, particulier. En dessous, j'ai mes matériaux. Et là, ça devient intéressant. C'est qu'on a quand même une pelletée par rapport à d'habitude de matériaux. J'ai du matériau lit, donc qui récupère les ombres, la lumière, unlit, donc qui restera complètement flat, additif, c'est-à-dire que quand mes matériaux vont se superposer, que je vais en superposer plusieurs, on va additionner leurs valeurs, donc du coup on va avoir quelque chose de plus en plus lumineux. Translucent lit, pardon, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les ombres qui vont se répercuter par transparence. Unlit, c'est les lumières qui vont se répercuter par transparence. Mat, je sais pas ce qu'il fait particulier, lui, faudrait tester après. Métallique, classique, plastique, classique. Ensuite, on va avoir light edge, c'est-à-dire que le centre de l'objet du mesh. Ah ouais, il y a plein de trucs. Bah, c'est pour ça que je trouvais que ça cool d'en parler, parce que vraiment, j'ai trouvé super. Il y a des très bons trucs. Donc, bah, tiens, je vais prendre une forme de base, juste pour montrer. Alors, on va prendre les formes de base. Je prends un cubase. Faut que je le mette à la lumière, ce sera plus évident. Ouais, je vais plutôt prendre une sphère parce que du coup, sinon, là, il va pas capter. Voilà. Ça, c'est la lumière que j'ai à gauche ici, la sphère pardon, que j'ai à gauche, c'est le light edge. C'est-à-dire que le centre, je sais pas si on voit très bien dans le stream, le centre est plus sombre que les bords. Après, à l'inverse, j'ai le dark edge. Donc, si je replace une sphère à côté, viens là, toi. Hop. On voit que là, c'est l'inverse. J'ai le centre qui est plus lumineux et les bords qui sont plus clairs, entre guillemets, et les bords qui sont plus sombres. J'ai transparent. Alors, en overlay, donc je sais plus, ça avait un truc tout à l'heure, j'avais testé, mais je crois que c'est si je le duplique. Non, c'est pas. Bon, je sais plus ce qu'il fait, lui, mais tout à l'heure, j'avais trouvé qu'il avait une propriété un petit peu particulière, ça doit dépendre de la lumière. Et on a donc. Alors, lit, alors, en fait, les émissifs sont pas des vrais émissifs. Faudrait mettre quand même une light à côté pour que ça gère de la lumière. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir, c'est que ça simule un élément lumineux. Bon, finalement, la différence avec les deux autres là, c'est pas archi flagrant en l'occurrence. Hop, les trucs dont on veut pas, comme souvent, on peut les jeter comme ça. Hop, c'est plus pratique. On va garder notre cube, par exemple, ici. Donc on voit qu'on a plein de primitives. Hein. Donc là, je suis dans les primitives de base. Donc ouais, j'ai des cônes, des cubes, des carrés. Bonne nuit, Solid Seb. À bientôt. Donc j'ai plein de formes de base. Hein. J'ai même des trucs carrément pour faire des ressorts, des trucs comme ça. Enfin, j'ai des trucs un petit peu exotiques, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. J'ai des formes autres, donc j'ai des formes humaines, par exemple, etc. Si je veux mettre des choses dans ma scène, etc. J'ai du mobilier, j'ai des plantes, ou des bouts de plantes, entre guillemets, et j'ai des formes un peu cheloues, là, les étoiles, c'est un peu des espèces d'icônes en quelque sorte. Donc j'ai des choses quand même assez variées. Quand j'ai une forme comme ça en main, en fait, c'est là où mon autre main, avec ce petit zigouigoui au bout, alors ça qui a toute la planche de menu, on pourrait dire, c'est pas, voilà, ça pourrait disparaître un peu des fois ça, mais quand quand j'attrape un objet avec mon grip de ma main principale, bon déjà je peux le redimensionner avec les flèches moins plus de mon joystick. Mais si j'attrape, vous voyez, j'ai mon petit joystick qui schlouk, il se magnétise sur les différents côtés. Bah, si je prends mon grip, je vais redimensionner en tirant mon objet dans les différents axes. Ça, c'est très malin aussi, ce côté de venir magnétiser le truc. Il y a des softs, des fois, on ne sait pas quand on a bien attrapé le truc, c'est pas clair, c'est pas précis. Là, honnêtement, c'est, je trouve, extrêmement précis. En plus, on a les petites réglettes avec la taille de l'objet si on veut vraiment être fin ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, c'est top. Autre chose que j'ai trouvé absolument top, quand j'ai un objet en main, alors là, je sais pas si... Voilà, c'est ça. C'est que d'habitude, quand on a un logiciel comme ça, souvent, pour construire des trucs justement géométriques ou autres, ou quand on sait un peu ce qu'on veut faire, on galère à placer les trucs. Là, c'est même tellement on galère pas que c'est d'office. C'est-à-dire que quand j'approche un objet d'un autre, on voit que j'ai un espèce de rayon qui apparaît. Et donc, alors évidemment, si là je vais plus loin, je passe au travers, mais on voit qu'il analyse la surface
de l'objet vers lequel je vais. Et on voit que j'ai deux trucs différents là qui apparaissent. J'ai un aimant magnétique et j'ai un petit cadenas rotation. Alors la rotation, on peut, voilà, en déplaçant sa main, vous voyez qu'on va orienter l'objet. Alors ça, Ganakel avec Medium par exemple, on pourrait se dire, ça, comme fonction, Medium devrait s'en inspirer, parce que du coup, plutôt que de galérer à replacer mon objet via des trucs, des menus et compagnie, bah, juste, hop, le cadenas, et j'oriente ma main pour placer mon objet dans la direction que je veux, et quand il est dans le bon sens, je le relâche, et il est dans le bon sens par rapport à ma scène. C'est tout bête, mais c'est une super bonne idée. Et là où ça va plus loin, c'est donc je reviens à mon petit gizmo. J'approche mon objet de ma surface. Là, on voit qu'il s'est décalé parce que j'ai tourné dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc, il n'est plus vraiment aligné par rapport à mes axes du monde, puisque je l'ai déplacé avec mon petit gizmo. Et ben, j'ai mon magnet, si je l'oriente vers une face, il va se mapper directement sur la face. Je vise donc je retire le magnet, je vais sur une autre face, hop, et je le magnétise à la face. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et alors, bon, là, ça marche pas, mais sur une sphère ou sur des surfaces complexes, on peut le faire suivre le tour. Et alors, le truc qui est le plus dingue, c'est qu'une fois que je suis magnétisé comme ça, si je remaintiens le premier bouton qui me permettait de tourner l'objet, et ben en fait, je peux j'ai une roue circulaire qui me permet de le redéplacer dans le sens que je veux, mais en étant magnétisé toujours à ma face. Donc, je peux vraiment faire un placement super fin. En plus, j'ai des petits des petites zones de stop là, tous les, enfin même pas tous les quarts, mais tous les sixièmes du coup. Enfin, je suis nul là, tous les huitièmes. Bref, on s'en moque. J'ai des zones de snap qui me permettent d'arrêter l'objet pour être un petit peu plus précis sur des axes. Ah ouais, c'est, enfin vraiment quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, et c'est tout bon. Et donc là, du coup, il est coincé. Je rappuie sur le magnétisme et mon objet redevient libre et j'en fais ce que je veux complètement. Du coup, là, sur un truc plus compliqué, comme ça, si je le fais, tu vois, hop, il est vraiment maintenu sur la face du truc directement. Ça marche partout. Je vise une zone, je snap, il est snappé sur ma zone directe. Hop, donc toi, tu dégages. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant avec nos primitives? On a, ouais, dans les assets, on a d'autres choses. Ça s'arrête pas juste à ces primitives-là. On a ce qu'ils appellent les procédurales primitives. Alors là, on pourrait se dire, oui, bah, c'est pareil, en fait, c'est à peu près les mêmes. Oui, c'est à peu près les mêmes, mais mieux. Si je prends par exemple mon cube, là. Bon, bah ouais, j'ai un autre cube, jusque-là, pas de problème. Je vais le grossir un peu pour que ce soit plus évident. Et en fait, là, si j'approche donc je vais prendre un cube, je vais prendre un matériau standard. Voilà. Voilà. Ce sera plus évident avec un matériau standard. Je vois que quand j'approche ma main de mon matériau, j'ai des fonctions qui apparaissent. Alors j'ai le bouton du haut, le bouton B de ma manette, c'est le gimbal classique. Donc si je veux voilà, le tourner, le déplacer, etc. Pour déplacer mon objet dans la scène. J'ai un mode, je peux le redéformer dans le sens que je veux, comme ça. Comme on avait tout à l'heure, j'ai une sorte de déformation un petit peu plus libre avec celui-ci. On voit que j'ai mes axes à chaque fois qui apparaissent, qui me permettent de savoir dans quel sens je vais le déplacer. Donc vous voyez qu'avec une même forme, là tout de suite, je peux faire un plane, je peux faire... voilà, c'est vraiment de la guimauve, on peut modifier très facilement. Mais surtout, j'ai mes 3 petits points. Et avec mes 3 petits points, alors là, ça dépend des formes qu'on choisit, hein, ça sont pas toutes, il y en a, il y a plus de choses, d'autres moins. Donc c'est les propriétés, on va dire, de mon objet. Donc mon cube, je vois que je peux lui alors là, par contre, je vais juste me déplacer dans la scène parce que j'ai le chat derrière, on voit plus rien quand c'est comme ça. Hop, je remonte ça. Je peux changer la couleur après coup. Donc là, si je dis ah bah non, en fait, il me va pas, voilà, j'en rechange la couleur. Hop, et là, je peux rechanger le matériel après coup, pareil. Donc là, il suffit que j'aille dedans, puis ah bah en fait, non, finalement, je le voulais comme ça, etc. Je suis pas dessus, je suis pas dessus. Je veux lit, je le veux métallique, je le veux plastique, etc. Donc je peux éditer mon matériau après. Je peux décider si dans ma scène ou pas, il
caste, enfin il projette des ombres si j'avais mis une lumière à côté. Et après j'ai donc là par exemple pour lui je peux définir bon, alors, le rayon du coup vu que c'est pas une sphère là il va pas se passer grand chose. Le nombre de faces. Alors là c'est un peu à l'ancienne avec leur système de calculette mais voilà, si j'en mets plus. Tac, on va aller en mettre 9 pour le coup. Ouais, là il se passe pas grand chose avec un cube. Attends, je vais prendre une autre forme un petit peu plus riche. Reprenons ça. Pourtant normalement on pourrait faire un. Je prends lui. Prenons lui. On recommence. Voilà, là j'ai plus de trucs. C'est vrai, ça dépend vraiment des formes. Elles sont pas toutes égales entre elles. Là, on revient un peu à. Tu as l'opacité. Oui, tu as une opacité, mais alors l'opacité. Attends, je te dis peut-être une erreur, mais parce que tu as l'alpha. Là, donc si je vais dans la couleur et que je baisse l'opacité, qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a pas l'air. Là, non. Là, non, faudrait regarder. Il me semblait que j'avais vu un truc qui. Alors, ça dépend peut-être des formes ou des objets. À voir, on essaiera juste après. Ah bah c'est oui comme tu dis ça risque aussi à l'export on est refait. Et donc là pour ceux qui connaissent Gravity, on avait déjà vu Gravity entre nous, je vais le déplacer, ce sera plus clair. On a donc le rayon du dessus. Donc pareil pour éditer la forme après coup, le rayon du dessous, hein, même chose, et l'angle de découpe. Bon là, je sais pas si ça va se voir beaucoup. Non là-dessus, vu qu'on est sur un arrondi, ça va pas faire grand-chose. Mais du coup, si on veut des bords bien durs, le backface entre guillemets. Après, on peut aller encore plus loin dans les paramétrages, mais en tout cas, on retrouve un truc qui est assez proche de Gravity dans l'édition. Donc c'est ça en fait. Donc tout ça pour résumer que les matériaux procéduraux, ce sont des matériaux qui sont pas limités entre guillemets juste à leur taille, même si après avec les matériaux classiques, fondamentalement, il y a assez de choix pour faire la même chose, mais c'est un matériau qui va être un mesh qui va être éditable par la suite en non destructif. Donc ça peut être intéressant aussi. Hop, toi tu viens. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a alors la librairie maquette. Alors ça me fait marrer. C'est que voilà, c'est des mèches qui sont déjà dedans de base. Alors je sais pas. Tiens, il aime bien le dino Ghana, donc on va prendre le dino. Viens là, toi. Allô. Voilà. Hop. Et je peux foutre. On va le magnétiser. Hop. Voilà. J'ai mis un dino dans ma scène. Et on voit bien là les sources de lumière, hein. Bon, là, on a juste la couleur de base, mais des lumières jaunes sur les réverbères. Bon, bah, ça réagit tout de suite bien. D'ailleurs, on sait ce qu'on va aller voir, les lumières. Toi, je vais te réduire un peu parce que tu tiens trop de place. Voilà, je vais te mettre là. Alors, les acteurs, parce que là, c'est un peu le même système. Alors, si je ne m'abuse, donc évidemment, après, on peut importer des images. On a encore d'autres mèches en librairie, etc. qu'on peut importer. Enfin, il y a pas mal de petites choses dedans. Et il y avait Poly avant, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon Ghana? Le dino? Google Poly, hein, qu'il y avait donc avant vraisemblablement, mais bon, bah, là, au revoir. Et donc ce qu'on avait, alors oui, tiens, avant de passer aux lumières, l'environnement quand même, hein, parlons-en, où on a tout ce qu'on a dans un logiciel qui se respecte entre guillemets, où on va pouvoir définir donc notre skylight là, où on a le haut de la sphère. Donc là, je vais prendre vraiment des couleurs très différentes pour voir. Donc on voit que le haut de ma sphère, hein, c'est ce qu'il y a au-dessus de moi. On a la petite miniature ici. Le milieu de ma sphère. Et le bas de ma sphère. Voilà, qui permettent donc de créer, de paramétrer. Il n'y a pas de texture du tout. C'est que du flat color. Par contre, elles réagissent à la lumière. Donc, comme tu le vois là sur cette scène-là,
comme on a un côté un peu polygonal sur un peu low poly là, sur les dalles au sol, etc., bah, le fait qu'on ait les lumières, les ombres, etc., et que là, je vais les ouvrir après, on a un paquet de lumière dans la scène, on arrive à avoir un côté avec l'éclairage quand même plutôt riche dans l'absolu. Tu vois, le dino, il est bleu à la base. Bon, bah là, avec toutes les lumières d'ambiance, plus le fait que j'ai changé en plus la skybox, donc qui envoie un petit peu de rose forcément dessus. Hop là, j'ai attrapé un bout du sol. On arrive à avoir des choses quand même assez riches en rendu. On n'a pas de texture de pierre, de choses comme ça, non, pas du tout. Donc l'intensité de la lumière du soleil, hein, bien sûr, et sa couleur. La couleur du brouillard et son intensité. Donc là, on retrouve complètement à la médium le mode de fonctionnement et les ombres portées ou pas. Est-ce qu'elles sont affichées? On voit pour les occlusions, hein, avant, si on regarde la poubelle ici, hop, on a les occlusions ou on les a pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Rien qu'au niveau de l'environnement, on a pas mal de petites choses. Et on a éventuellement la possibilité d'avoir quelques environnements de démo pour afficher sa scène. Alors là, du coup, par contre, je sais pas où elle est passée. Bah, je sais pas où elle est passée la scène du coup, mais en tout cas, ouais, on a une espèce de petits environnements comme ça de tests pour tester sa sculpture. C'est des espèces d'HDRI quoi, directement. Hop, toi, reviens par là. La lumière, on disait donc Labs. Non, c'était pas ça. Ah, sont où mes lumières déjà? Eyedropper. Bon, ça, c'est la caméra, c'est pour prendre des screenshots, etc. Bon, là, ça marche comme partout. Où étaient mes lumières? Un trou. La peinture, les assets. Ah bah, je suis bête, c'est juste en dessous. Ouais, outils, light. Donc, on voit que là, dans la scène, il y en a un petit paxon quand même. Puisqu'il y a 3 pages de lumière, des spotlights, des point lights, etc. Et donc, on peut choisir de les afficher ou pas. Ouais, c'est comme tu dis, parce que c'est bien éclairé, tout simplement. Toi, c'est vraiment là, si je désactive, alors, je sais pas si, parce que du coup, il faut aller repérer. Alors attends, voilà, Show Light UI. Donc là, on voit, voilà, il y a toutes les lights de ma scène. Donc on voit qu'il en a mis ici, là, pour éclairer la rue. Toi, si je la cache. On en a une autre d'ambiance ici pour éclairer, soutenir le dessus de l'immeuble. On voit que les fenêtres ici donc n'ont pas de light, là c'est vraiment des émissives, c'est juste pour fake. On a on a 2 lights ici, chacune qui va renforcer la façade. On a une petite light ici sur l'escalier là pour donner le côté chaud des lumières, puisqu'il n'y en avait pas. J'avais même pas fait gaffe. Ah. On avait des trucs ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'arrête pas d'attraper des machins là. On en a ici là pour éclairer l'affiche. On en a au niveau du train, light verte, light bleu, etc. Et du coup, bah, si on éclaire bien, en fait, plus la sunlight, bah, il suffit de bien choisir ses couleurs, en fait, et de mettre les bonnes intensités de light, et il se passe des choses pas mal. Alors attends, je sais pas si... là, du coup, il faudrait que je les active tous et que je les désactive toutes à chaque fois. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc pour genre toutes les désactiver. On va désactiver toutes les lights, comme ça il restera que celle du soleil. Ça permettra de voir un peu le truc en nu. Hop, il y en a un paquet. Hein. Pareil, j'aime bien le petit fil là qui dit si on ne sait pas où c'est dans la scène, hop, il suffit de suivre la carte là et on voit bien ce qui se passe, on retrouve bien les choses. Enfin, honnêtement, je trouve en navigation, les menus, voilà, bon, ça paraît un peu chargé au début, mais en fait, sont plutôt clairs. T'as un outil constraint? Oui, t'as alors, qu'est-ce qui est pas droit, l'immeuble?
C'est possible que j'ai placé. Non, oui, effectivement, il a pas l'air droit. Mais si, t'as tout à fait des contraintes d'axe, bien sûr. Bah voilà, hein, tu vois, de base, sans la light, on était vachement gris en fait, tu vois. Bon, il reste encore la lumière du soleil, mais c'est vraiment flat, flat, flat de partout au niveau des couleurs. Si on prend le côté vraiment du tram, tout a la même teinte, hein. C'est vraiment Oui, là, mais là, c'est la scène qui veut ça, hein, je pense, hein. C'est fait de manière un peu mignonne. Tu regardes là, t'as les poteaux, tu vois, sont pas droits. C'est le tram, il est pas droit non plus. Il touche pas les rails. Mais là, faudrait tout grouper pour le remettre, etc. Mais t'as des contraintes, hein. Il y a pas de, tu peux contraindre tes gizmos, etc. T'as vu, de toute façon, magnétiser les objets. Donc, si tu places un plan, tu peux tout magnétiser dessus pour que ce soit calé dessus, etc. Donc, il y a pas de souci là. C'est juste que la personne, je pense, qui a créé la scène, là, a placé les trucs à l'arrache directement. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Là, tu vois, ça fait partie des trucs. Les scènes, là, je sais pas, peut-être pour faire différentes scènes du même. Ouais, on pourrait peut-être. Enfin, là, ça sera à creuser, là, faire différentes scènes de la même. Enfin, différents réglages de la même scène, pardon, pour montrer pour de la démo ce genre de choses. Donc, bon, là, c'est les fonctions ARXR. Alors ça, c'est vraiment pour voir, genre, si on était en réalité augmentée, comment ce serait vu. Donc là, je crois que j'avais tout bougé tout à l'heure, mais on peut gérer, voilà, comment dans l'app, par exemple, ou autre, ou avec des lunettes, la taille du champ de vision, ce genre de choses. Alors, hologramme occlusion, je pense que ça a à voir avec lui. Euh, la brillance, etc., pour l'incrustation. Ça marche moyen, j'ai testé. Alors mon scripting, j'ai pas trop cherché, mais les contrôles UI, il dit clairement que ça peut planter à tout moment et que c'est encore en bêta. Donc j'espère qu'ils continueront à l'avancer, qu'ils vont pas abandonner. C'est pas très vieux, hein, donc j'espère juste, voilà, qu'ils vont pas l'abandonner. Pareil, on a le système de texte qui est pas mal du tout. Je vais montrer rapidement. Je sais pas quelle heure il est. Ça va, on a encore un peu de temps. Donc voilà, tu as tout le système. Bah, tu demandais, tu vois, pour bloquer des layers, pour couper des layers, pour les dégrouper, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Parce que du coup, tu vois, quand tu as sélectionné un objet, tu peux, voilà, cloner, peindre, supprimer, t'agrouper normalement, hein, bah, c'est juste avec la sélection, je crois, en fait. C'est si je fais, ouais, si je sélectionne plein de trucs comme ça, et que dessus je fais ça, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait un truc groupage. Attends, hop. Ferme-toi. Ah ouais, du coup, ça fout une zone. J'ai mis la zone! Tout est sélectionné dessus. Il me semblait qu'on pouvait grouper à la volée comme ça. On doit pouvoir. Bien là. Enfin, ouais, c'est tombé ce truc-là. Si je fais des cubes, refaisons des cubes pour voir. Ils sont là. Hop. 1, 2. Bah là, du coup, ils sont groupés d'office. Ok, bon là, ils sont sélectionnés ensemble. Ah bah oui, en fait, tout bêtement, c'était mon bouton B. C'est automatiquement groupé, c'est très bien. Et si je rappuie sur B, hop, ils sont de nouveau dégroupés, impeccable. Ouais, non, mais voilà, c'est super bien foutu. En vrai. Je trouve leur interface, elle est vraiment bien pensée. Et donc, voilà le texte. Allons chercher notre texte. Donc là, j'ai texte label. Donc je prends mon texte et je vais pouvoir, hop, le magnétiser directement dessus. Je le valide. Allô, je le valide. Pourquoi il ne veut pas valider?
Par contre, il me semblait que j'avais des... Ah, c'était ça que j'ai pas fait. Attends, toi dégage. Alors évidemment, tu peux taper ton texte, mais c'est surtout, si je fais ça... Toi, va-t'en. Allô? Oui, c'est ça. Tu as le truc de remplissage automatique. J'ai trouvé c'est bête, mais c'est pratique. Parce que du coup, voilà, tu as besoin de faire juste très rapidement du prototypage ou ce genre de choses. Voilà, tu as le petit texte automatique, tu as le label. Le pin, évidemment, tu peux taper ton texte, changer la police, etc. Enfin, tu as quand même pas mal de petites choses. La couleur, c'est ouf. Hop. Couleur du texte. Mettre un truc un petit peu plus clair. Hop. Et voilà. Donc on a un paquet d'outils très très bien foutus. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là-dedans dans la présentation de base Non, et ça, nouveau projet, c'est ça. Alors attends, on va pouvoir show in Explorer. On va regarder ça vite fait. Voilà, dans le temps qui reste, là, il nous reste 5 grosses minutes. On va regarder cette histoire d'export. Donc, nouveau dossier, refresh, machin. Je vais aller reprendre un projet où j'ai pas foutu la zone, un truc tout petit. Tiens, voilà ça, Agnès Garden, là, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas si petit que ça, mais ça va permettre de faire... C'est compatible carrément avec tous les casques et c'est gratuit. Donc Steam, moi j'ai chopé sur Steam, mais il est aussi sur Oculus, hein, je l'ai vu. Donc voilà, Microsoft Maquette, Zoo, c'est parti, il n'y a plus qu'à créer. Et donc là, si je fais Show in Explorer, Open in File Explorer, ok, et alors attends, parce que là du coup, moi je vois sur mon écran, c'est quoi un fichier? C'est un fichier Java, JSON. Mais mon nom fait quoi? Est-ce que tu peux faire des formes plus organiques? Bah oui, regarde. Enfin, après, ça dépend ce que tu entends pour, mais attends. Je reviens dans le truc, mais oui, non, ouais, d'accord, je suis assez très blocky. Tu vas pas pouvoir les déformer autant, je pense, que tu le penses, parce que si je prends là, alors tu vois, je sais pas, dans les primitifs, par exemple, ce qu'on a de chelou, on a des trucs quand même très low poly en règle générale, et si je prends ce qui serait le plus organique, une sphère ou là une pilule, là, genre, je sais plus comment ça s'appelle, ça, comme si je prends ça et que je veux l'éditer, bah tu vois, je peux pas en faire du chewing-gum non plus, quoi. Tu vois, je peux pas le tordre. Si c'est ça du moins, je pense pas qu'on puisse le tordre. On va vérifier. Mais non, là, tu vois, tu restes limité avec tes axes, ce qui est déjà pas mal. Mais ah, par contre, attends, parce que tu as le brush hull, parce qu'on n'a pas regardé ça. Attends. Toi, va-t'en. On a les brushes, et si, on a le tube. Et avec le tube, tu peux faire... Donc, tu as quand même moyen. Tu as le hull brush, comme tous les logiciels maintenant, hein, c'est devenu un classique, là, pour faire des shapes à la volée, là, comme ça. Que tu peux, du coup, pareil, rééditer par la suite, le aplatir, le déformer sur ces différents axes. Qui on a d'autres volume, ça fait un truc, c'est un peu entre le liane et le hull, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça te fait une espèce de choucroutasse. Est-ce qu'on peut changer la taille en cours de route? Oui, on peut changer la taille en cours de route du brush, comme souvent. Ah, c'est trop gros ce que je fais là, du coup, je vois plus... Allô? Ah, parce que je suis plus en outil de sélection. Je vais revenir à une taille plus standard, parce que... Ah, hop, reprenons ça. Ouais, volume, c'est un petit peu chelou, mais tu vois, ouais, ça te permet
Pour faire des petits enviros, tu vois, des bases d'enviros, c'est pas mal en fait le truc volume, tu vois. C'est plus flat et plus utilisable, je trouve, que le Hull Brush en vrai. Donc ça se teste. Freehand, bah, comme son nom l'indique, je pense que voilà, c'est brush plat, mais qui pourrait te permettre d'écrire un truc ou je sais pas. Et straight edge, très bien pour faire des plans. Je sais pas s'il y a un côté. Hop, là si je reviens là-dessus, que je sélectionne comme ça et que je le magnétise, ouais, tu peux quand même être assez précis du coup avec la magnétisation, etc. Franchement, tu vois, hop, un bel angle droit en 2-2. Bon, il dépasse un petit peu, mais tu vois, il y a plein d'autres softs, c'est dur d'être aussi précis que ça. Donc il y a quand même, ouais, il y a de la belle idée. Bon, par contre, notre histoire d'export, là, voilà, ça te fait, quand tu fais show in browser, ça te fait un fichier récent.json et JSON, je sais jamais comment on dit. Donc je sais pas trop. On va regarder ça. Il y a pas mal de fonctions. Bon là c'est pour ce que vous voyez vous par exemple HD. Il y a une meilleure qualité pour le streaming, mais je l'ai pas fait parce que ça rajoute un gros délai dans les mouvements de tête. Les mesures, le déplacement, la langue, il n'y a pas de français, c'est espagnol, si seigneur. Jason Voorhees. Ouais. Non, tu sais, avec tes fichiers Java, des fois, tu peux quand même récupérer des trucs, mais là, je doute quand même. C'est ça que c'est bizarre. Mais ce qu'à part sauvegarder, c'est quoi ça? Hop. Ouais, non, je pense pas trop. Si je fais Save As, il va me dire Agnès Garden V1, Rename, Show in Explorer, Delete Package. Ça me fait un fichier MQP. Et le fichier MQP, il s'ouvre. Il s'ouvre quelque part, lui? L'icône que je vois dessus, là vous voyez pas, hein, je suis sur mon écran d'ordi, l'icône que je vois dessus, c'est Microsoft Maquette, et si je fais ouvrir avec évidemment la visionneuse, elle va pas être dedans, hein, sinon ce serait trop beau. Ouais, je regarderai ça à part, parce que là ça va être le bazar. La visionneuse 3D, elle est à Babelwed. Enfin, regardez, fichier MQP, s'il y a un truc pour récupérer ça. Mais donc, du coup, une fois que tu sauvegardes en package, là, dans mes documents, maquette, export, machin, tout ça, maquette, j'ai un fichier MQP qui fait 314 kilos pour la scène qu'on a devant nous, là. Hein, donc, qui est somme toute assez légère, hein. Il y a pas grand-chose dedans et on est vraiment extra low poly, hein, pour le coup. Donc, ouais, à voir, parce que là, après, sinon, c'est Save, Rename, Show in Explorer, toujours pareil. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des tutos, hein, dedans, j'en ai pas parlé au début, mais on a les tutos, qui sont les mêmes que sur la chaîne YouTube, hein. Donc, petit tuto très rapide. Allez, on va explorer une dernière scène pour se dire au revoir. Je sais pas laquelle on peut aller. On va refaire un tour. Le Temple Adventure, ça a l'air sympa, mais ça ressemble un peu à la première. Voilà, ils ont l'humour, on peut aller voir ça vite fait. C'est genre le bureau de l'équipe. Oui, on peut faire, commence à 23h04, à 21h04, à 23h04. Et vous avez remarqué, mon micro a pas dégonné aujourd'hui. Je sais pas si c'est. Pourtant, il fait chaud, je sais pas si ça joue. MQP, c'est pas la même que Google Maps? Bonne question, je sais plus. Là, honnêtement, ça me parle pas du tout comme nom. Donc, ouais, genre, c'est la team de Microsoft Maquette en plein boulot de codage, de tout ce que tu veux. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil où on a les remerciements à l'équipe sur l'écran d'un des gars. Ça fait toujours son. Bon, en gros, voilà, ça veut dire, c'est bon, on ferme. Non, mais c'est fou. J'aurais mieux
fait de la fermer, moi, dans cette histoire. Mais du coup, j'ai perdu une fenêtre aussi dans le... J'ai perdu une fenêtre dans le tas. Elle est où? Elle est là. Ouais, bah, il s'est passé un truc. Bon bah les gars, hein, on va finir là-dessus. Vu que le micro est HS, je ne veux pas relancer le stream, pas le string, peut-être pas exagérer le stream maintenant. Bah, je vous remercie beaucoup à toutes et tous d'avoir été avec moi, d'avoir passé cette soirée ensemble, pour découvrir ma quête, pour parler d'Unreal. Enfin, on a parlé de plein de trucs ce soir. Et je vous dis bah, donc à dans 15 jours, en espérant sans problème, au moins pendant 2 heures de micro, pour une émission création. Parce que si là, on sera clairement en création. Je ne sais pas encore dans quoi et sur quoi. Je referai bien un truc spatial, ça fait longtemps, un petit truc spatial. Donc on verra. On va discuter. Yana, si t'es là dans 15 jours, j'allais dire un petit truc spatial dans Medium, ça aurait été cool. Donc pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Medium, ça pourrait s'y plaire. En tout cas, merci à vous. Passez une très bonne soirée. Ça me donne la démo template sur l'eau. La démo template sur l'eau, je vois pas du tout. Prochain semaine, bah, ce sera sur l'ascension des artistes et on va y réfléchir, on passera dessus. Je ferai un sondage ce coup-ci pour savoir qu'est-ce que les gens voudraient voir. La physique sur les rochers. Tu m'as perdu. Où les vagues viennent s'écraser dessus. Normalement, non. Enfin, en tout cas, c'est... alors, s'il y a une démo Unreal là-dessus, c'est possible qu'elle soit en démo, parce que souvent, les démos qu'ils font, ils les rendent disponibles au public. Après, les outils sont dedans de toute façon, forcément, hein, chez Unreal. Mais en tout cas, je ne vois pas du tout cette démo. Je me rappelle les démos atmosphère, etc. Mais les démos vagues, je ne sais plus. Je ne sais plus, honnêtement. Mais en général, il suffit de regarder sur le store Unreal. Je checkerai. Mais il suffit de regarder sur le store Unreal. Et en général, les démos, en cherchant Epic, même leurs vieux jeux, souvent, tout est donné. Il y a même des trucs Fortnite qui sont filés déjà. Donc, il est possible que si c'était une démo technique, elle soit complètement disponible au public. Parce que là, toute la démo technique actuelle, là, elle est dispo au public. Bon, elle fait 100 Go, mais elle est complètement disponible au grand public. Bon, en tout cas, je ne vous impose pas plus ce son de micro qui saccade, je sais trop ce que ça fait. Et je vous souhaite 15 belles journées. N'hésite pas, Mr. Hudson, pareil, hein, s'il y a des questions en dehors ou quoi, pas hésiter à m'envoyer un message via Discord ETR ou en direct. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter. Je regarderai avec plaisir et je réponds aux questions avec plaisir. Amusez-vous bien en tout cas, profitez bien, je suis pas en face, profitez bien de la VR et donc je vous dis